Salut tout le monde, dernier épisode de la saison. Déjà, ça se termine ici aujourd'hui. Puis moi, je voulais terminer avec une de mes personnes préférées au monde et à la demande générale surtout. Parce que tout le monde m'a demandé pour qu'il revienne au podcast et c'est mon meilleur ami, Jean-Maxime. Déjà, premièrement, c'est un super beau compliment que tu fais de me garder pour ta finale de saison. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Je suis nerveux. Mais non, moi, je voulais terminer avec toi parce que pour vrai, quand t'es venu pour notre spécial Freak Friday, j'ai jamais reçu ever dans le podcast autant de DM pour que quelqu'un revienne. Les gens t'ont vraiment aimé. Ça a été super bon. C'est dur à croire, moi, je t'ai envoyé avec plein toi. de screenshots, de commentaires de gens. Oui, c'est rare que les gens... Tu sais, on est habitué à ces réseaux sociaux. Des c'est fois, un peu les barbare, gens... hein? C'est, Mais oui, tu sais, c'est ça. Des fois, les gens... Ça envoie des insultes, des commentaires désobligeants, mais là, le monde, dans tes commentaires, ils sont fins. Ma communauté est vraiment gentille. Et pour vrai, les gens, comprends pas vous êtes vraiment qui se gentils. passe. Ils sont vraiment gentils. Ouais, je me trouve vraiment chanceuse. C'est rare que les gens sont pas fins dans les commentaires en dessous du podcast. Fait que merci, c'est gentil de préserver notre santé mentale. Oui, merci. Merci pour les commentaires. Merci de m'avoir invité. Mais toi, tu as été un gros coup de cœur. Fait que moi, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour faire ce deep dive-là. Tu sais, quand t'es là, moi, je te considère comme co-animateur. Tu sais, toi puis moi, on a autant de choses à dire. Tu as fait plein de recherches. Merci d'avoir pris le temps de faire des recherches. Puis aujourd'hui, pour terminer la saison, on est dans le temps des fêtes et on va parler de la plus grande comédie romantique, notre comédie romantique probablement préférée, du moins en tout cas de temps des fêtes, et c'est The Holiday. The Holiday. Un grand film qui va fêter ses 20 ans l'an prochain. Dis plus jamais ça, Catherine, s'il te plaît. Je sais, ça fait mal. OK, non, vraiment, c'est un coup dans le cœur, honnêtement, que tu viens de faire. Là. Aïe, 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 20 ans. Je sais. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va parler des raisons pour qu'on ait aimé ce film-là, pourquoi il a tellement bien vieilli. On a découvert des pépites à propos de ce film-là. On a fait beaucoup de recherches sur Internet. Ouais. On est un peu malade, là. Genre, on est rendu même sur Wayback Machine là, pour aller voir des vieux articles qui sont sortis dans le temps sur on n'a sites. pas besoin de se forcer autant. Là. Il y a des anecdotes là-dedans que comme... Comment vous savez ça? Qui fait autant de recherches, là? On s'est donné. Pour The Holiday, là. Pour The Holiday. On aime le film. On l'adore. A analysé même. Là. On est des critiques de cinéma aujourd'hui. Là. Ah non, je sais. J'ai tellement hâte d'en parler. Là. Mais là, juste avant, Jean-Max, tu te rappelles que j'ai des présentateurs officiels, hein? Dont, toujours Max. Mon plus grand amour. Mon aussi. Puis là, aujourd'hui, on parle de The Holiday. Ben oui. Fait que c'est sûr que je vais vous recommander de manger des pâtes. Parce que quand on pense à The Holiday, on pense au fettuccine de Noël de Iris et Miles. Et bon, chez toujours Mike's, ils ont peut-être pas des fettuccine de Noël, mais ils ont des linguini carbonara avec sauce au vin blanc, il y a du bacon, il y a des oignons verts. Tu sais, juste quand tu regardes le plat, ça évoque le temps des fêtes, là, le petit rouge, le petit vert. T'es-tu un fan de carbo, toi? J'ai l'impression de saliver comme un dégueulasse en ce moment. Ouais. Arrête d'en parler parce que là, j'ai le goût de bouffer, de tout arrêter puis de manger. Ah non, c'est à la source de notre amitié, là, vraiment. Là. C'est un des piliers fondateurs de notre amitié. C'est pour ça qu'on est amis. C'est à cause des carbos. Exact. Et ceux chez Toujours Max, là, ils se sont surpassés, sont tellement bons. Commandez-en. Comme faites-vous en venir quand vous allez écouter The Holiday pour avoir, vous aussi, des pâtes festives. Faites-vous venir les carbonara de chez Toujours Max. Puis pour économiser, ben j'ai un code promo, hein, si tu passes beau. Way. Québec, Nostalgie 15. Puis pour vrai, ça fait la différence. Ça vous donne 15 % de rabais sur toutes vos commandes pour emporter les livraisons dès que vous commandez pour 25 $ et plus. Là. Oh. Fait que ça fait la différence. C'est un cadeau, là. C'est un cadeau. Plus de taxes. Fait que commandez-vous des carbos, écoutez The Holiday, puis venez nous dire en commentaire quelle note vous donnez au carbonara. Oui, envoyez-nous des photos, on est curieux. C'est ça, exactement. On va faire une genre de page, là, une compilation des meilleurs repas. Compilation des gens qui mangent des carbonara de chez Toujours Max. Oui, puis soyez dégueulasse, s'il vous plaît, là, comme allez-y cochon. Allez-y à fond, là. Ah, vraiment. Hey, c'est une bonne idée, j'aime ça. J'adore ça. On va partir la page, ça va être nous en premier. Oui, mais on a hâte de voir vos photos. Oui, et là, ben, on s'en va dans notre deep dive sur le film The Holiday. Jean-Max, tu te souviens-tu de la première fois que tu as écouté The Holiday, toi? Tu sais quoi, je pense que oui. Oui? Ouais. Il y a comme une partie de mon adolescence que j'ai comme découvert un paquet de films en même temps grâce à, évidemment, je pense que ça existe encore, mais Super Écran. Ouais. C'est T'es chez vous, samedi t'ouvres la après-midi, télé, t'as rien à faire. Rien à faire. Il y a un film qui joue à Super Écran. Ouais, The Holiday. C'est quoi ça? Je m'en vais là-dessus, je tombe en amour tout de suite avec le film. C'est fou, hein? Vraiment, rapidement. Puis ça nous prend des curateurs de contenu en société pour nous faire découvrir des choses dont on n'a pas... sur lesquels on tomberait pas normalement. Exactement. Qui dérogent un peu de nos goûts puis qui développent nos goûts d'une certaine façon. T'sais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, moi j'étais en secondaire 2, j'avais 14 ans quand j'ai découvert ce film-là, quand le film est sorti. Puis ça allait pas très bien en amour. Vraiment, moi, j'étais pas du tout populaire. Fait que ça t'a donné comme de l'espoir.
ça m'a donné une vision positive de l'amour. Tellement. Je pense qu'avec du recul, je regarde, mettons, les jeunes aujourd'hui qui ont un petit peu plus de difficultés avec l'amour, puis je me dis, c'est facile d'être aigri, d'être amer par rapport à l'amour quand tu le vis pas bien. Mais d'avoir ces espèces de références-là, comme d'histoires amoureuses. Des genres de modèles positifs. Ça aide tellement à forger ta personnalité, puis à donner le goût de découvrir l'amour, puis découvrir que c'est comme une des plus belles choses au monde. Là. C'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de faire des films là-dessus. Là. Je veux dire, non, puis c'est devenu tout de suite un classique pour moi. Là. J'avais des images qui me sont restées en tête là, de ces expériences-là où je l'ai écouté, puis réécouté. Moi, je me souviens encore aussi, là, au club vidéo. Mon père m'avait dit, OK, t'as droit à un film. Là, j'avais fait le tour. Puis là, je me rappelle, j'avais vu cette pochette-là, tu sais, avec 4 adultes. Fait que, tu sais, pour une ado, c'est peut-être pas le premier film. Tu sais, tu vas plus te diriger vers le film avec Amanda Bynes, par exemple. T'as raison. Oui. Mais là, j'étais comme, The Holiday. Moi, j'aimais beaucoup Cameron Diaz. Fait que là, j'étais comme, tu sais, c'est Cameron Diaz qui m'a comme attirée au départ dans ce film-là. Tu sais, Jude Law, je savais pas encore que ça allait être l'homme de ma vie, là, tu sais. J'allais tomber en amour. Mais, fait que j'ai pris ça. J'étais comme, OK, ça va être mon film. Tu sais, je me souviens, je l'avais écouté toute seule. Et instantanément, j'étais allée voir ma soeur, j'étais comme, là, faut qu'on réécoute le film que j'ai loué. C'est trop bon. Puis là, on l'avait comme réécouté 2 fois dans la fin de semaine. C'est vraiment génial de s'imaginer que, comme, tu sais, les deux, on devait avoir 14 ans à ce moment-là. Ouais. C'est clairement un film qui a été écrit pour des adultes. Mais oui. Pour des gens de notre âge en ce moment. Pourtant, c'est venu nous rejoindre. Oui, tout de suite. C'est aller rejoindre, j'imagine, des gens qui sont encore plus vieux que l'auditoire cible, tu sais, de comme à peu près 30 ans de l'âge des personnages. C'est fou, hein, le talent de Nancy Meyers d'arriver puis de faire des classiques qui sont intemporels puis multigénérationnels. On va lui rendre vraiment beaucoup hommage aujourd'hui à Nancy Meyers parce que toi et moi, c'est une de nos auteurs-réalisatrices préférées. Oui. On adore ses films, tu sais, vous le savez, Parent Trap. C'est à elle qu'on doit ce chef-d'œuvre. C'est son premier film, Catherine, son premier film. Hein? Elle en écrit plusieurs avant, mais ça, c'est le premier qu'elle a réalisé et c'est un film parfait. C'est un film parfait. J'en reviens pas. The Holiday, selon moi, c'est un film parfait. Puis pour vraiment plusieurs raisons. Mais là, avant de se lancer là-dedans, on s'était dit qu'on pourrait peut-être juste lire un peu le synopsis du film parce qu'on se disait, il y a peut-être des gens qui vont écouter le podcast aujourd'hui un peu pour découvrir ce film-là. Fait que on se remet dans le bain. Hey, imagine la chance qu'ils ont de voir ce film-là pour la première fois. Là. Je rêverais. On va le résumer. À peu près tout le monde qui regarde l'épisode, j'imagine, le savent. C'est 2 femmes, Iris, que je veux dire Iris, et des fois Kate Winslet, en Angleterre, et Amanda, jouée par Cameron Diaz, qui vit à Los Angeles, qui échangent leur maison grâce à un service d'échange de maison en 2006. Il faut se dire, ça a beaucoup changé depuis, mais grâce à ce service-là, pour échapper à leur déception amoureuse. Et chacune découvre loin de chez elle, une nouvelle façon d'aimer et de croire à nouveau au bonheur. Je vais pleurer, Catherine, au bonheur. Pourquoi on aime autant ce film-là? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Oui. C'était difficile juste d'en énumérer 3-4 points. Là. Je suis d'accord. Puis, tu sais, notre amour pour ce film-là est tellement grand qu'on a l'impression que c'est de l'ordre de l'évidence, des fois, d'arriver puis d'être comme, on aime tellement ce film-là pour un paquet de raisons, mais de les énumérer puis de les mettre sur papier, je pense que ça aide vraiment à l'exercice de pourquoi est-ce qu'on aime autant les films déjà de Nancy Meyers, mais surtout de Holiday spécialement, tu sais, puis pourquoi il y a autant de gens qui l'ont aimé. Moi, je serais prêt à dire d'avance que je pense que c'est son plus grand classique, au sens où c'est son film dont on discute le plus aujourd'hui. Moi, c'est mon préféré qu'elle a fait, personnellement. Oh my God. Plus que Parent Trap. C'est tough à dire. Ça, c'est controversé. Mais c'est probablement sa meilleure comédie romantique. Je pense que j'ai plus, en vieillissant, peut-être que j'ai plus envie d'écouter The Holiday que Parent Trap, même si The Parent Trap, c'est un de mes films préférés. Oui, vraiment. Puis le fait que ce soit rattaché au temps des fêtes aussi, ça ritualise beaucoup le fait de le réécouter. Fait qu'on a un attachement qui est peut-être un petit peu plus comme personnel, étant donné qu'on finit par le revoir à chaque année ou toujours dans le même temps, un temps chaleureux aussi, temps qui nous amène beaucoup de bonheur. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça qu'on va associer à un rituel. T'sais, oui, les films du temps des fêtes, puis celui-là, en tant que tel, même Nancy Meyers, elle pensait même pas qu'elle faisait un film de Noël. Là. C'était malgré elle. Là, on va en parler tantôt, mais elle savait même pas qu'elle faisait un film de Noël. Fait que juste ça, que les gens le réécoutent à chaque année, puis 20 ans plus tard, puis que le film est devenu encore plus gros avec les années. Ah, vraiment. C'est un petit miracle. C'est même Jude Law lui-même le disait en entrevue. C'est un petit miracle, ce film-là, à quel point les gens trippent encore là-dessus. Mais je pense que justement, ça renvoie à son caractère, puis ça, tu l'as bien mentionné, qui est intemporel. C'est une des forces des films de Nancy Meyers, mais elle s'assure toujours de faire des films qui sont intemporels. Pourquoi on aime autant le film? C'est qu'il vieillit
tellement bien. Ouais. Puis c'est dans les choix aussi des choses qui sont faites, carrément les vêtements, le choix de musique aussi. Je sais qu'il y a des fois, il y a des petits callbacks à certaines chansons qu'on est comme, ah, ça fait très 2006, tu sais. Oui, mais c'est pas des chansons. Je suis d'accord. Tu sais, c'est pas LMFAO, là, tu sais. C'est pas des Gangnam Style qui parle. Gangnam Style. Ah, j'aurais tellement aimé Gangnam Style. C'est pas Skrillex, là, tu sais. Ça aurait été si bon. Ça va bien vieillir, là. J'espère. Skrillex avec Nancy Meyers. Hey, ma tête vient d'éclater, là. Mais c'est dans les décors, c'est dans les thèmes aussi. Non, vraiment, comme la facture visuelle du film, puis auditive aussi, il faut le mentionner, va jamais mal vieillir. Jamais. C'est vrai, tu sais, on regarde encore les 20... Moi, je me rappelle, j'étais ado, je regardais la collection de manteaux d'Amanda, puis j'étais comme, je veux cette collection de manteaux. Et maintenant, à 32 ans, je regarde le film. Et non, je veux encore cette collection de manteaux. Et comme, quand je vais magasiner des manteaux d'hiver, à chaque fois, j'ai en tête, qu'est-ce qu'Amanda achèterait, tu sais? Ouais. C'est vrai. Puis plus je me rapproche de l'âge de Jude Law, puis le personnage qu'il interprète, le Graham, plus je réalise que je m'habille un peu comme lui. Oui. En genre de petit monsieur. Ça, ces vêtements-là, c'est pas du tout inusité. Là. Non, c'est dans ta garde-robe. Tu l'as pas acheté pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que je deviens tranquillement Graham, tu sais, sauf en tout cas. C'est très positif. Ouais, c'est définitivement. Très positif, tout ça. Non, c'est un modèle. Mais oui. Non, vraiment. Sinon, il y a un autre truc que j'adore. J'ai beaucoup aimé ton point. T'as vraiment raison, t'as mis le doigt dessus. C'est super important de le mentionner parce que je pense que c'est ce qui fait en sorte que les films de Nancy Meyers ont jamais l'air cyniques. C'est que c'est un film, comme à peu près toutes les autres qu'elle a fait, qui a un très, très, très grand cœur. Pour ses personnages. Du moins intéressant au plus intéressant, c'est des personnages qui ont des personnalités, qui sont multidimensionnels, qui ont des défauts, oui, mais qui ont surtout énormément de qualités. Puis là, je pense vraiment comme, tu sais, aux petits... Tu parles de Jasper? Oui, absolument, absolument, tu sais. Mais d'une certaine façon, je le trouve attachant, ce personnage-là. Puis il y a clairement des défauts de personnalité qui lui rendent pas hommage, puis qui le rendent pas nécessairement aussi intéressant que, disons, personnage d'Iris ou Amanda ou quoi que ce soit, ou même, tu sais, Miles et Graham. Mais reste que de le voir, tu comprends pourquoi Iris est tombée en amour avec ce personnage-là. Super charmant, il est débonnaire, là, tu sais. Ah non, vraiment, j'adore voir sa gueule dans le film, honnêtement. Oui. Puis tu sais, même aussi, l'espèce de première expérience amoureuse qu'on voit dans le film, là, qui est celle de Amanda, puis son ex-copain qui la laisse. Là, il est intéressant d'entendre parler, puis tu comprends son charisme. Puis je me dis, ça prend vraiment une sensibilité pour faire en sorte que tous tes personnages dans ton film, ils aient des personnalités, puis que ce ne soit pas juste des punching bags. Mais par contre, je suis pas d'accord, je les trouve pas très attachants. Jasper puis l'ex à Amanda, je suis comme moi, là... Il y a une petite claque d'en face, là, les deux. Reste que tu crois en l'existence de ces personnages-là beaucoup. Là, c'est pas des caricatures. Non, parce que c'est des personnages que les filles, c'est des gars qu'on va avoir croisés dans nos vies, là, toutes les filles, tu sais. C'est intéressant de voir comment le film commence aussi avec deux personnages qui sont vraiment comme, tu sais, qui sont dans l'eau, là, tu sais, qui sont au bas fond là, de leur bonheur, là, tu sais, peut-être un peu moins Amanda, mais reste qu'elle comme est insensible à plusieurs niveaux, puis déjà, ça c'est un problème, là, tu sais. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le film. Ce que tu dis là, c'est la libération. Tu sais, c'est le côté libérateur de voir chacun des personnages se libérer d'un poids. Tu sais, Iris, elle va se libérer d'un amour toxique. Tu sais, elle va apprendre à se respecter, à se prioriser, à découvrir comme son power. Tu sais, gumption, tu sais, comme ils disent dans le film. Amanda, elle va se libérer de sa carapace. Elle n'est pas capable de pleurer. Elle est toujours dans le contrôle. Puis quand elle va aller en Angleterre, elle va comme apprendre à lâcher prise, à être plus proche de ses émotions, à faire confiance. Fait qu'elle va vraiment, tu sais, se libérer. Graham, lui, il va se libérer de cette espèce de poids-là d'affronter la vie tout seul, tu sais, puis de mener un peu une double vie. Tu sais, ce qu'on apprend, c'est que justement, quand il date des femmes, il leur dit pas qu'il y a une petite famille. Fait qu'avec Amanda, malgré lui, il va être obligé de révéler un peu cette double identité-là, puis se libérer du poids de porter juste lui, tout ça sur ses épaules. Puis Miles, lui, ben un peu comme Amanda, pas Amanda, mais Iris, il va se libérer d'une relation toxique, tu sais, parce que plus tard dans le film, on se rend compte que la fille qu'il avait, elle l'appréciait pas à sa juste valeur, tu sais. Il était un peu utilisé, dans le fond, tu sais, pour sa gentillesse et tout. Fait que c'est ça qui est beau, tu sais, c'est de voir l'évolution dans le film puis voir justement tous ces personnages-là s'épanouir. Oui, vraiment, c'est comme une grande lettre d'amour à l'amour, tu sais. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris en le réécoutant, parce que j'avais évidemment des souvenirs que c'était un film d'amour, tu sais, ou sur l'amour, je devrais dire, mais c'est aussi une lettre d'amour pour le cinéma. Mais tellement... Vraiment, c'est surprenant, c'est d'arriver puis de voir que chacun des personnages est comme intimement lié à l'art, puis la plupart d'entre eux sont intimement liés à l'industrie du cinéma, tu sais. Amanda qui crée des bandes annonces, puis elle a
très grand plaisir à le faire, puis je la comprends, ça a l'air le fun, sa job, elle réussit bien. Iris, bon, évidemment, elle écrit plus des chroniques dans un magazine, mais elle fait la rencontre d'un scripteur légendaire dans le monde du cinéma, le personnage de Arthur, qui est joué par Eli Wallach. Déjà, Miles, qui est compositeur. Là, c'est vraiment génial. Et ils font constamment allusion au cinéma, comme quoi c'est comme pas tout à fait un art déchu, mais qui a connu des moments meilleurs, tout ça, puis qui a comme une espèce de romantisme qui est créé par rapport à cette espèce de vieux cinéma-là en soi, là, où le box-office n'est pas nécessairement en avant-plan, puis on laisse une chance au film. On sent un commentaire social à travers le film. Définitivement. Puis une célébration aussi des figures artistiques, de voir que Arthur, il est délaissé à lui-même, tout ça, il se perd un peu dans les rues. Puis là, à la fin, on finit par le célébrer, puis par célébrer tout l'art qu'il a créé. Je trouve ça formidable, vraiment. Puis même aussi par rapport à la composition, le fait déjà que la trame sonore a été faite par Hans Zimmer, qui est un amoureux de la musique. Là, oui. Vraiment, mais il y a même des allusions, des fois, à la musique de Hans Zimmer dans le film. On pense à la scène célèbre du blockbuster. Mais oui. Ouais, non, vraiment, j'aime tellement ça. Puis un truc que je tiens à mentionner, c'est que c'est presque triste d'écouter ça aujourd'hui, alors que déjà en 2006, il y avait comme une espèce d'hommage qui a été fait à un cinéma déchu. Puis c'est drôle de le regarder aujourd'hui parce que c'est le cinéma de 2006, moi, qui me manque le plus. Exact. Puis qui, à ce moment-là, est aujourd'hui devenu un art déchu. Ça critiquait déjà le cinéma à cette époque-là. Carrément. Puis là, il ferait le saut, là. Oui, les blockbusters, ça n'existe plus, là. Non, tu peux plus chanter les trames sonores de films. Les trames sonores de films, c'est quoi le dernier thème récent dont tu te rappelles, tu sais? C'est fou. Il y en a plus tant maintenant, c'est beaucoup des textures, c'est des sons, c'est des ambiances, tout ça, ce qui ajoute vraiment puis qui amplifie les émotions des personnages, mais comme pas autant qu'une mélodie puis un thème, tu sais, Indiana Jones puis tout ça, évidemment, c'est le premier qui me vient en tête, Jazz puis tout ça, là, tu sais, c'est comme, il y en a plus tant que ça. Et puis les bandes annonces, là, maintenant, c'est « Trailer starts now! » Oui, après 3 secondes. C'est ça, tu sais, puis elle a fait ça dans le film, puis c'est comme... Ouais, tu sais, comme la voix du narrateur, là, tu sais, comme Amanda, blablabla. Genre, tu sais, il n'y a plus ça du tout, ça me manque. Ouais. Ça me manque, Catherine, ça n'a pas d'allure. Ça fait du bien de regarder le film puis de voir, sentir l'amour pour le cinéma. Ouais, carrément. Je suis tellement d'accord. Puis, ce que j'aime, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, mais le film nous montre comment tomber en amour. Puis, c'est vraiment intéressant parce que récemment, je suis tombée sur une citation, en fait, de Reese Witherspoon est allée au podcast de Dax Shepard. Puis, elle a parlé du déclin dans la création de comédies romantiques. Parce que c'est vrai, c'est ça qu'on vit en ce moment. Tu sais, c'est pas comme, dans mon temps, tu sais, c'est pas nous qui parlent comme si on est trop vieux. Puis, c'est vrai que les comédies romantiques, ils s'en fait plus comme on s'en faisait dans les années 2000. On dirait que maintenant, c'est plus considéré comme un art à part entière. Tu sais, on dirait que ça passe tout dans l'espèce de machine Netflix. Puis c'est tous des films où est-ce que c'est des comédies, mais il n'y a pas beaucoup d'amour, puis c'est pas deep comme ce qu'on avait. Puis on dirait que les personnages sont pas développés comme ils étaient développés dans le temps. Fait qu'elle, Reese Witherspoon, justement, dans l'entrevue, elle parlait de ce déclin-là. Puis même des séries pour ados. Tu sais, les séries, on avait beaucoup quand on était jeunes, des séries romantiques, tu sais, des One Tree Hill, des DOC, où est-ce que les gens se datent. Tu sais, maintenant, oui, Summer I Turned Pretty, qui va chercher même les codes de nos séries quand on était jeunes. C'est pour ça que les milléniaux, on embarque autant, on a autant embarqué dans cette série-là. Mais il y en a très peu, tu sais. Puis elle, son point, c'est que la mort des comédies romantiques, ça affecte la façon dont on date aujourd'hui. Parce que quand on regardait ces films-là, quand on regardait ces séries-là, on dirait que ça nous montrait, ça nous permettait un peu de visualiser des dating skills. Ça nous montrait c'était quoi tomber en amour, une vision de tomber en amour, comment traiter l'autre personne. Puis je trouve que The Holiday, c'est un parfait exemple de ça. Ce film-là, c'est vraiment ça. Comment tomber en amour. Oui, puis Nancy Meyers, c'est vraiment la championne de ça, là, d'arriver puis de montrer le vrai visage de l'amour, comme aujourd'hui, de quoi ça a l'air, puis dans 10 ans, de quoi ça va avoir l'air, puis dans 30 ans, de quoi ça va avoir l'air. Puis elle le fait en écrivant surtout, puis moi, c'est ce que j'admire le plus de Nancy Meyers, des personnages féminins forts puis intéressants. Vraiment, le multidimensionnel, qui commence d'une certaine façon. Moi, ce que j'adore, c'est de voir Amanda et Iris, dès le départ, ils ont des problèmes amoureux, mais ils sont capables de s'en sortir. Ils dépendent pas de l'amour pour se sentir mieux. Au contraire, c'est leurs vacances. Puis le fait d'être expatriés d'une certaine façon qui les aide à se redéfinir. Même que Iris, là, carrément, Miles aurait pu ne pas exister comme personnage. Puis son aventure aurait continué puis aurait été fascinante. C'est fou de voir. Elle serait arrivée au même résultat sans Miles. Elle n'avait pas besoin de lui pour reprendre le contrôle dans sa vie puis être heureuse. Au contraire, c'est probablement Arthur. C'est Arthur qui a eu le plus gros impact. Oui, exactement. Qui est même pas dans le poster. C'est fou. C'est choquant. Ah non, je sais. Surtout que Nancy Meyers l'a dit. Il n'y a pas 4 personnages principaux dans le film. Il y en a 5. Arthur fait partie
des personnages principaux les plus importants du film. Ouais. Qui a tellement un gros impact. Ah non, je sais. Puis, il y a vraiment juste comme... Déjà, Nancy Meyers, elle a écrit ce film-là, ou du moins, elle l'a créé, puis elle avait l'âge de 55 ans. Et je trouve que ça paraît. Il n'y a pas du tout de condescendance. Elle infantilise pas l'amour. C'est pas une niaiserie de secondaire. Au contraire, tu sais, je veux dire, tu peux comme... t'as fait briser le cœur, tu peux avoir des enfants, tu peux puis quand même trouver l'amour par après, puis je trouve ça génial. Alors qu'aujourd'hui, il y a peut-être une vision peut-être un peu plus cynique qui est présentée de l'amour. Ça se fait beaucoup, j'ai l'impression, par comme les applications de rencontres, puis tout ça. Puis ça, j'y crois pas. Je suis encore convaincu que les gens peuvent se rencontrer, peuvent s'aimer plus naturellement, sans avoir accès à ces outils-là ou quoi que ce soit, sans avoir recours, je devrais dire. Puis ça devrait être présenté au cinéma pour montrer que ça existe, tu sais, pour nous faire voir que comme non, tu sais, je veux dire, c'est pas aussi cruel que ça, l'amour, là, tu sais. Il y a moyen d'y trouver son compte puis de trouver les gens qu'on aime facilement même, là, tu sais. Oui. Wow. C'est mon mot. Ouais. Wow. Là-dessus, honnêtement, non, je sais. Puis un truc que je tiens à mentionner, c'est que Meyers a le don, là, de nous montrer une vie parfaite. Puis c'est tough à décrire. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, des fois, je me pose aussi la question. Ouais. Tu sais, quand on regarde ces films, les gens ils ont les maisons parfaites, la job parfaite, le train de vie un peu parfait. Tu sais, leur seul problème, c'est tu sais, ça va pas bien dans leur couple ou au travail, ils ont pas la promotion qu'ils veulent, tu sais, ou sont trop occupés. Tu sais, des fois, je me demande aussi. Mais c'est des films. Fait qu'on aime ça aussi. On aime ça visualiser cette vie-là. Tu sais, on aspire à ça. Est-ce que c'est mal de vouloir se projeter puis de vouloir ça, ou est-ce que ça nous crée des standards malsains? Ouais, je peux comprendre ce que tu veux dire, définitivement. Ouais. C'est sûr que, tu sais, pour moi, je le vois comme quelque chose de particulièrement fabuleux. C'est de montrer comme des vignettes du monde, puis de se dire, il existe cette beauté-là dans le monde. Je trouve ça J'y ai droit, je vais l'avoir un jour. Nous faire rêver, c'est ça aussi les films, ça sert à ça, nous faire rêver. Surrey, là. Oui. Tu parles d'un endroit paradisiaque, là. Je te le dis, de voir cette maison-là, de voir ce paysage-là, de voir comment elles sont habillées, je suis comme... Je peux pas croire que sur Terre, il existe des places comme ça, tu sais. Ouais. Ah non, vraiment. C'est comme... C'est quasiment poétique, puis c'est un œil artistique qui est vraiment, vraiment dur à développer, j'ai l'impression, d'arriver puis de montrer une image, puis de faire, c'est la plus belle image que vous allez voir, tu sais, puis c'est la vraie vie. Je trouve ça extraordinaire, tu sais. Ah non, vraiment, je trouve ça... On va en parler, justement, de ce petit village-là, parce que là, on embarque dans... l'origine du film. Ouais. Il vient d'où? Où est-ce qu'elle a eu l'idée pour ce film-là? Puis Nancy Meyers, justement, elle a trouvé l'idée parce qu'elle-même est tombée sur un site de troc de maison. C'est carrément ça qui l'a inspirée. Puis ce qui va l'intéresser, c'est surtout les échanges qui impliquent un échange de pays. C'est là vraiment que ça l'a allumé puis qu'elle a trouvé l'idée pour The Holiday. Puis elle va décider de faire... Puis ça... À partir de cette idée-là, elle va se dire « Hey, j'ai le goût de créer une comédie romantique, mais qui va rappeler les films d'amour qu'on avait dans le temps. » Tu sais, elle parle des films de Katharine Hepburn, puis Spencer Tracy, Roman Holiday. Puis elle va vouloir faire ça, tu sais, ramener comment l'amour était présenté dans ces films-là, mais avec une touche moderne. C'est ça, une twist moderne avec un sentiment classique ou un style classique. Pour que les gens, ils ont l'impression d'écouter un film d'aujourd'hui, mais avec... l'amour comme il était présenté dans le temps. Veux-tu savoir c'est quoi le titre de travail du film? Ah, c'est horrible. Hein? Mais justement, ça s'appelle « I hate my horrible life ». On dirait que c'est pas de bon augure. Tu sais, The Holiday ou I hate my horrible life, on dirait que tu t'embarques pas dans le même projet. Définitivement. C'est pas le même 2h30 que tu t'en vas te taper. Là, c'est ça, une torture de 2h30, alors que The Holiday, ça a l'air le fun. Ouais, mais c'est très, très, très ciblé, là. Genre, je comprends un peu le sentiment qu'elle voulait explorer, de comme tu commences ta vie, tu l'aimes pas, tu sais. C'est dur à croire quand même, parce que les deux, je les envie profondément. Il y a aucune des deux que je me dis, leur vie a pas l'air top, là. Tu sais, non, au contraire, je veux leur maison immédiatement. Oui. Amanda fait pas pitié, là, dans sa grosse maison à LA, là. Ah non, je sais, mais ça, c'est à cause... Le jeu est tellement convaincant des deux actrices, là, c'est d'arriver, puis c'est comme, oh non, c'est leur vie à elles qui s'effondre, là, tu sais, relativement. C'est tellement bien casté comme film, là. Ça n'a pas d'allure. J'en parle, puis comme, Dieu du ciel. Ah, le casting est complètement fou. Ah non, vraiment. Mais là, tu as parlé du titre du film, ils l'ont changé éventuellement. T'as raison. C'est Kate Winslet qui a trouvé le titre final parce qu'il voulait appeler ça Holiday. Mais il y avait déjà un film qui s'appelait comme ça. Fait que question de droit, ils ne pouvaient pas appeler leur film comme ça. Puis c'est là que Kate Winslet, elle a proposé de mettre le « de ». Puis c'est drôle, tu as écrit Facebook inversé. C'est un Facebook inversé. Mettre un « de ». Je trouve ça si bon. Idée d'1 billion de dollars, là, tu sais. Non, vraiment brillante, cette femme-là, tu sais, Kate Winslet. De la revoir aujourd'hui jouer, puis de savoir qu'elle est comme aussi intelligente dans son jeu qu'à l'époque, là, c'est fantastique. Puis j'ai tellement hâte de parler de
sa performance à elle, mais ce qu'elle incarne aussi dans ses émotions, puis dans ce qu'elle est. Là. Déjà, moi, je trouve ça intéressant de voir Cameron Diaz puis Kate Winslet jouer évidemment deux personnages différents, mais qui ont le même effet, c'est-à-dire que c'est des... puis ils ont été choisis notamment pour ça. Là. Nancy Meyers, déjà, les voyait dans son script avant même qu'il soit écrit. C'est ça, elle a pensé à eux déjà en écrivant le film. Elle visualisait ces filles-là. Oui, mais ce que je voulais mentionner, c'est qu'ils ont été castés parce qu'ils sont girl-friendly, à proprement dire. C'est-à-dire que comme évidemment, c'est une caricature, mais les filles vont généralement aimer ça, alors que comme... Megan Fox. Megan Fox. Tu prends mon commentaire, tu voles mes notes. Mais c'est tellement un bon exemple. C'est tellement un bon exemple, t'as raison. C'est ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une majorité de filles qui vont se reconnaître dans une Megan Fox. On l'aime, c'est pas... Là, on n'est pas en train de la shamer, elle est trop superficielle ou quoi que ce soit, puis c'est correct de ressembler à Megan Fox. C'est plus qu'il n'y a pas une grande majorité de femmes qui lui ressemblent. Fait que pour un public féminin d'écouter un film, Nancy Meyers, elle veut vraiment aller chercher des filles à qui on s'identifie un peu plus en général, les femmes, tu sais. Puis même si Cameron Diaz, en tant que telle, je suis comme, il n'y a pas grande fille qui ressemble à Cameron Diaz, tu sais. Ça reste que je pense, c'est sa personnalité, son côté comédie. Tu sais, elle a un côté très sympathique qui fait qu'on peut facilement s'identifier. Oui, mais justement, c'est important pour Nancy Meyers le sens de l'humour de son cast. Et justement, tous les personnages qu'elle va choisir, ils sont écrits puis ils sont choisis. Pour les rôles de soutien, surtout. Surtout pour les rôles de soutien. Justement, il y a une brève apparition de John Krasinski dans le film qui est là. Ben, il a été casté parce qu'il a un excellent sens de l'humour. Ben oui, c'est comme ça. Elle l'a repris après. Oui, carrément. Pour It's Complicated, hein, c'est ça? Oui. Ouais, si bonne. J'ai le goût de parler de tous ces films maintenant. Puis là, ce qu'on se disait, c'est que The Holiday, elle savait déjà qui qu'elle voulait dans le film. Ouais. Pendant l'écriture, là, on a essayé de faire un peu la timeline de ça parce qu'il y a beaucoup d'articles qui disent un peu des choses différentes, mais ça a l'air que vraiment pendant l'écriture, là, quand le film n'était pas du tout achevé, elle savait déjà qu'elle voulait approcher Cameron Diaz, Kate Winslet. C'était vraiment les deux personnes qu'elle voulait. Puis je pense que c'est quand le scénario était un peu plus achevé, c'est là qu'elle pensait vraiment à Jack Black et Jude Law. Puis même, c'est drôle parce que, tu sais, ils ont passé des auditions pour les hommes. Ils ont même fait auditionner Robert Downey Jr. pour jouer Jude Law. Je le vois, 0 pin barre. 0, ça fit pas. Je pense que c'est Kate Winslet qui avait dit que t'as le pire accent anglais que j'ai entendu de ma vie. Là. Ça c'est si bon. Là, comme... Ouais. Puis il y avait, ça par contre, je trouve ça intéressant, Jimmy Fallon qui a auditionné pour le rôle de Jack Black. Ouais. Ça aurait marché, je pense. Ça fait beaucoup de sens. Je trouve que ça fonctionne. Mais bref, ces deux gars-là, ils ont dit en entrevue après que quand ils sont allés auditionner pour ces rôles-là, ils savaient qu'ils les auraient pas. C'est-à-dire que ça se sentait que Nancy Meyers, elle avait ses yeux que sur Jude Law et Jack Black. C'est vraiment intéressant les raisons pourquoi elle visait spécifiquement ces gens-là. Tu vois, Cameron Diaz, Nancy, elle trouvait qu'elle était vraiment drôle naturellement. Oui. Elle voulait un personnage qui était capable de jouer, oui, le drame, mais aussi la comédie. Puis semble-t-il que même sur le plateau, Cameron Diaz, elle a tellement impressionné Nancy avec son côté comédique, justement, que Nancy, elle a rajouté des petites jokes, puis tu sais, Cameron Diaz qui se pète la tête dans l'escalier, qui glisse dans la neige. Nancy, elle s'est permis d'en rajouter plus parce que venant de Cameron, c'était juste naturel, puis ça passait tellement bien dans le film. Mais moi, ce qui m'épate le plus, c'est l'espèce de choix qu'elle a décidé de faire, de prendre des acteurs qui sont pas nécessairement conventionnellement comiques non plus. C'est un casting audacieux, là. Vraiment. Surprenant. Moi, je suis comme sur papier, c'est un peu dangereux, moi, t'avouer, là. Juste parce que, déjà, OK, Kate Winslet, OK. Constamment, elle est castée pour des rôles où elle est costumée, elle est en corset. Carrément, c'était son nom Corset Kate. OK? Il l'appelait à l'époque. Puis là, tout à coup, elle décide de le caster dans un rôle de comédie romantique. C'est champ gauche en tabarouette. Et pour Jude Law aussi. Jude Law, évidemment, là, il est omniprésent. On le voit un peu partout. Puis on dirait qu'il fait partie de notre culture depuis très, très, très longtemps. Mais à l'époque, il jouait surtout des rôles dramatiques. Lui, c'est sa première comédie romantique. Exactement. Sa première. Je trouve ça capoté. Là. Moi, je l'avais vu dans AI. Je sais pas si t'as déjà vu ce film-là. Ah, mon Dieu. Non, je l'ai pas vu, mais je sais de quoi tu parles. Mais il joue comme une espèce de robot gigolo, super trash. Il était pas même place, non, vraiment. Puis là, il arrive dans une comédie romantique, puis c'est comme s'il était moulé pour ce film-là. Ouais. Il fit parfaitement. Mais il disait qu'il se reconnaissait, c'était vraiment intimidant pour lui, ce rôle-là, parce qu'il se voyait beaucoup dans le personnage, pas tant dans l'histoire, les enfants, le secret. Ouais. Il se reconnaissait dans la personnalité. Tu sais, le côté humoristique, chaleureux, tu sais, sa personne était très proche du personnage. Fait que pour lui, ça a été un peu intimidant de l'approcher, ce personnage-là. Tu
Tu sais, là, on connaît Jack Black depuis plusieurs années. On sait comment il est. Ben, c'est Nancy, une tornade. Ben oui, c'est le ça. gars a tellement d'énergie. Ben Nancy, elle l'a vu dans School of Rock. Puis elle a trippé. Elle aimait son humour. Puis ce qu'elle aimait, c'est qu'il avait l'air de monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Il a pas l'air, il a pas le physique typique Hollywood. Il a vraiment un look différent, ce qui l'a toujours avantagé dans ses rôles. Puis dans The Holiday, c'est pour ça qu'elle l'a pris, parce qu'elle voulait que les gens se disent... Tout le monde a droit de trouver l'amour. Tout le monde a droit d'avoir une Kate Winslet. Peu importe t'es qui, tu sais. Pas besoin d'avoir l'air d'un mannequin. Exactement, tu sais. Puis c'est un bel homme, là. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a moins le physique hollywoodien typique. Tu sais, Jude Law, même. Tu sais, Jude Law, lui, il correspond déjà plus aux standards de beauté, on va dire, là. Mais c'était le fun d'avoir Miles dans l'histoire qui... encore une fois, contribue à ce qu'on s'identifie. Oui, puis Jack Black aussi, apparemment, est moins, disons, hors de contrôle que ce qu'on pourrait s'imaginer. Il y a vraiment une plus grande maturité que ce qu'on pourrait se présager, en fait, d'une certaine façon. Tout le monde a trouvé ça super plaisant de travailler avec lui, super professionnel. Oui, carrément. Puis, bon, c'est sûr que lui, il joue un compositeur, puis c'est intéressant de voir que son personnage lui colle à la peau, parce qu'il lui vient d'un groupe de musique qui s'appelle Tenacious D, pour ceux qui le connaissent. Donc, il y a un grand background musical qui va l'aider beaucoup à livrer une performance qui est convaincante. C'est pour ça qu'il chante, c'est pour ça qu'il choubidou, puis qu'il y a comme une comédie derrière ce qu'il fait. Le personnage de Kate Winslet, Iris, c'est le personnage qui, selon Nancy Meyers, lui ressemble le plus au moment du film. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que le personnage qui se ressemble le plus dans le film, c'est Eli Wallach, qui joue Arthur. On l'a mentionné, il y a 5 personnages dans le film. Il y a 5 histoires. Puis je trouve ça quasiment insultant, autant que toi, qu'il n'ait pas été mis dans le poster parce qu'il fait partie intégrante du film. Sans lui, le film ne fonctionnerait pas aussi. C'est lui qui nous sort les grandes lignes là, qui nous font réfléchir. T'agis comme la meilleure amie et non pas... c'est si act bon, like the best friend. Ça nous revient, ces phrases-là. C'est lui qui fait réfléchir Iris dans le film, puis qui nous fait réfléchir aussi. C'est tellement un personnage important. Carrément, puis apparemment, son acteur, là, dans la vraie vie, est comme vraiment similaire à son personnage. Oui, mais il a 90 ans, le bonhomme. Là, il a 90 ans grande expérience en cinéma. Oui, vraiment. Je pense qu'il a déjà embrassé Marilyn Monroe. En tout cas, il en parle sur le plateau. Là, il est bien fier. C'est ça qu'il disait. Puis là, il ralentissait vraiment beaucoup le plateau parce que tout le monde s'arrêtait pour l'écouter. Ça a l'air, arrête de parler. Il faisait que ça. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, il nous a quittés en 2014. Oui. Puis je me dis, c'est quoi? C'est 98 ans, 99 ans, là, à l'aube de la centaine. Tu parles... Il n'y a pas plus belle vie que ça. Là, t'as tellement d'histoires à raconter. Non. C'est un personnage qui est quasi parfait, honnêtement. Puis moi, je trouve ça intéressant de voir que son histoire à lui, d'une certaine façon, puis sa chimie avec Kate Winslet, ça devance le film The Intern. Oui. Qui a le même genre de dynamique, évidemment, pas 90 ans, Robert De Niro, mais... plus jeune, qui se lie d'amitié. Oui, je pense que Nancy Meyers voulait en parler de cette histoire-là. Tu as mentionné rapidement, mais tu n'as pas expliqué pourquoi, que Kate Winslet, son personnage, Iris, c'est celui qui ressemble le plus à la réalisatrice. Tu sais pourquoi? Vas-y. Mais c'est parce que Nancy Meyers, elle-même, dans la vie, elle a vécu une histoire, elle a eu un Jasper dans sa vie. Fait que quand elle a écrit ce personnage-là, elle s'est identifiée tout de suite. Fait que Iris, c'est l'auteur du film. Tu sais, c'est un peu son histoire qu'elle a vécue. Elle a eu un Jasper. Ouais. Fait que c'est ça. Catherine, c'est pour ça. Ce bout-là me fait peur. Je sais. Jean-Max, moi, je suis chouk. Parce que j'avais jamais pris le temps d'aller voir quel âge avaient les comédiens de The Holiday pendant le film. Et c'est choquant. C'est choquant. C'est déprimant. Kate, on va commencer par le moins pire. Ouais. Jack Black avait 37 ans. OK, ça va. Ça va. Ouais. Tout va bien. Tout est correct. Tout va bien. Ouais, non, ça va. Jude Law et Cameron Diaz avaient 34 ans. Ouais. Et ils ont l'air d'être mes parents. Oui. Et Kate Winslet, elle avait 30 ans. 30 ans. Ouais. Donc, 30 ans. On est plus jeune. On est plus vieux que Iris. Ouais. Puis dans 2 ans, ça n'a pas d'allure. Dans un an, on est Cameron Diaz et Jude Law. Ça n'a pas d'allure. Moi, dans ma tête, j'allais avoir leur âge dans 10 ans. Ah oui, non, carrément. On dirait que vu qu'on a écouté le film quand on était jeune, je sais pas pour toi, mais moi, des films de même, j'ai comme une espèce de vision erronée du film, puis je me vois tout le temps plus jeune que les personnages. Ouais, carrément. Fait que là, j'écoute The Holiday, puis dans ma tête, je suis vraiment plus jeune qu'eux, tu sais. Puis là, je suis comme, tabarnak. Hey, le mode de vie, serais-tu capable de l'avoir dans 2 ans? Mais voyons donc. Ans, ça n'a pas mais de voyons sens. Mais non, vraiment, on n'est même pas proche de réussir comme eux, là. Puis, tu moi, ou ils ont plus l'air d'être des adultes que nous, on a l'air d'être des adultes? Y a-tu une affaire générationnelle? On dirait que dans ma tête, les gens de 30 ans,
il y a 20 ans. Il avait l'air plus vieux que nous, les gens de 30 ans. Aujourd'hui, on a l'air. Je me pose beaucoup la question de comment ça se fait que les gens à l'époque avaient l'air si vieux que ça. Puis, tu sais, j'arrive toujours à peu près. On dirait qu'il y a les mêmes petites explications, puis je les trouve un peu superficielles. Il y a l'aspect de la cigarette, mais c'est comme ça pour même du monde qui fume pas. J'ai pas l'impression que Kate Winslet, c'est une fumeuse. Le maquillage, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont tant du maquillage bizarre que ça. C'est sûr que nous, la façon qu'on se maquille puis les notions de maquillage qu'on a, clairement, ça fait qu'on a l'air un peu plus jeune. J'ai l'impression. Ouais, mais j'ai pas de maquillage, tu sais. Mais toi, non, là. Puis Jude Law a l'air de mon papa. Je sais, c'est ça, je comprends pas. Genre, dans 1 an, t'as l'âge de Jude Law. What the fuck? Oh my God, je sais. Ah, mais ouais, peut-être que c'est. pas. Non, je sais, c'est dur à dire. Puis, ça ne fait pas de sens. J'aimerais ça voir comme un échantillon de gens à cette époque-là. Moi aussi. Tout le monde à 30 ans. On devrait faire une étude. Ouais, tu sais, comme. OK, on fait une étude. On va partir d'un GoFundMe, on va financer une étude sociale pour comprendre. Non, je sais. Je me dis peut-être que le grain de la caméra doit comme vieillir les gens. Même leur voix, leur attitude, comme la classe de Cameron Diaz. Genre, je vais juste avoir ça dans 20 ans. Ça se peut pas. Je pense que 70 ans va avoir l'air d'un vieux bébé. C'est parce qu'on veut pas vieillir. On est une génération qui refuse de vieillir. Comme eux, ils ont accepté de vieillir. Fait que là, à 30 ans, ils ont l'air des vêtements pour adultes aussi. Mais les vêtements, comme des adultes. Mais oui. Ouais. Ils vont pas s'acheter des laboubous, là. Je veux dire, sans insulter les gens qui ont des laboubous chez eux. Là, mais tu peux. C'est pas grave avoir des laboubous. Mais c'est juste, t'auras jamais l'air de Jude Law avec 2 filles qui vit entourée de livres puis qui a des beaux pulls. Je veux dire, c'est pas la même vie, là, tu sais. Excuse-moi, là. J'ai pas son budget pull de cachemire, là. Puis aussi, elle est allée en voyage. T'as-tu vu le nombre de manteaux qu'elle a? Comme elle a payé des valises en extra. Là. Qui a le budget pour autant de valises? Je comprends pas. Ah non, vraiment. Déjà, il y a d'autres personnages aussi. Tu veux-tu te sentir vieux? Encore plus? Parce qu'on se sentait pas déjà assez vieux. Miffy Englefield, qui jouait la petite Sophie, ben elle a 26 ans maintenant. Et elle a une petite fille elle-même. C'est dégoûtant. Tu me décourages. On est vraiment vieux. Hey, les 2 petites filles, là, je tiens à le mentionner parce qu'il n'y a aucune mention de ça. Là. On dirait qu'on refuse de l'admettre. Là. C'est-tu pas les 2 filles les plus cute sur la Terre? Ça n'a pas de sens. Moi, je à chaque fois. Ils volent la vedette. Ça n'a pas de sens. T'as raison, ils volent la vedette. Aussitôt qu'ils sont là, c'est comme... Okay, 2 highlights dans le film. Là. Je me dis, comment Nancy Meyers fait pour comme, découvrir ces 2 espèces de perles d'enfance-là, les 2 plus grandes beautés? Ça n'a pas de sens. J'aurais aimé ça savoir s'il y a eu beaucoup d'auditions. On n'a pas vu d'infos là-dessus. Y a-tu eu beaucoup d'auditions pour ces enfants-là? T'sais, est-ce que... Non, mais... Ils se poignaient dans la rue. Toi, non, mais tu sais, ils ont fait un casting en Angleterre. Ils ont ouvert ça à combien d'enfants? Ils ont reçu les photos, ils ont pris les plus cute. T'sais, clairement, la commande, c'était « On veut que ces 2 petites filles-là soient over cute. T'sais, les plus cute ever. » Fait que, tu sais, on a juste regardé les photos, puis « Oh my God, eux sont vraiment cute. » Ouais. Puis là, ces 2 filles-là ont comme un peu disparu du monde du cinéma. Ben, là, oui, tu sais, il y a Miffy Englefield. Est-ce que tu l'as vue récemment? Oui, elle est comme tatouée, il me semble. C'est d'elle dont tu parles. Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand elle est toute petite, elle est toute cute, toute innocente. Vraiment? Puis là, elle est punk, là, tu sais, punk life. Je fais des tatous! Non, mais c'est not a face. Ah, non, vraiment. Oui, fait que c'est vraiment spécial. Tout le monde est comme tabarnak. Tu fais le saut. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais le saut, c'est pas la même fille. Exactement. Mais c'est incroyable. Puis l'autre est là, je pense qu'elle est comme carrément plus de réseau, plus les spotlights, non. Puis personne, c'est vraiment... Les 2 ne font plus de acting. Ouais, carrément. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils fait vraiment bien avec les autres personnages dans les scènes. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont distrayants pour l'histoire. C'est comme s'il y avait comme une grande chimie entre les personnages à tout moment. Là, ouais. Moi, ce que je trouve le fun dans The Holiday, c'est que, tu sais, souvent dans les films, on va tomber dans le cliché de les enfants sont désagréables avec la belle-mère, avec la nouvelle personne qui arrive dans les parages. Puis là, dans The Holiday, on n'est pas allé là-dedans. Au contraire, les petites filles sont comme « Ah, tu peux dormir ici, tu peux rester, on t'aime, t'es belle, t'as l'air d'une Barbie. » Tu sais, mais c'est drôle quand même par rapport à Parent Trap, que c'est exactement ce que tu décris. C'est ça, c'est l'opposé. Elle est allée ailleurs. Puis c'est le fun parce que ce ailleurs-là, c'est rare qu'on l'a dans les films. Là. C'est souvent une storyline là, que les enfants ont de la misère à apprivoiser la nouvelle personne. Fait que je trouvais ça le fun que là, ce soit comme pas un enjeu. Ouais. Tu sais, l'enjeu, c'était la surprise que lui ait des enfants. C'était juste ça, l'enjeu. Les enfants sont pas obligés d'être désagréables. C'était juste cute. Ah non, c'est vrai. Il a dû les avoir jeunes, ces enfants-là, le personnage, hein? Parce qu'ils ont l'air d'avoir quoi, comme... Et j'espère qu'il y a 30 ans, il y a genre 34 ans. Ouais, colique. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Là,
faut-tu bien vivre pour avoir 34 ans puis avoir une maison loadée comme ça en étant éditeur de livres? Il y a une maison d'une personne qui a accumulé toute sa vie, là. Non, je le sais. Sa maison est tellement belle. C'est un de mes goals de maison, là. Je veux passer Noël dans ces maisons-là, mais là, je m'en vais pas là-dedans parce que c'est un gros paragraphe qui s'en vient, là. mais là, tu l'as dit, hein, la chimie entre Cameron et Jude Law. La tension sexuelle entre les deux personnages est formidable. Oh God! Oh my God! Non, je sais. Ouais, c'est un cas, trouve la fenêtre, t'as chaud, là. Non, mais ça n'a pas de sens. Cette scène-là, en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle est longue. Tu sais, c'est pas une scène courte de il arrive, il se parle, il se French. Il y a comme un build-up. Ouais. Tu sais, il s'embrasse, puis là, il parle, puis là, il se rembrasse, puis là, il parle. Puis là, ouais. Mon Dieu. C'est définitivement la force de cette histoire-là. Comme ce qui nous donne le goût d'y retourner, puis de la revoir, puis tout ça. Parce que, évidemment, dans l'autre histoire, il y a énormément de grandes forces. Je ressens peut-être moins cette espèce de chimie sexuelle-là. La chimie est un peu moins là. Exactement, entre Kate Winslet puis Jack Black. Mais la chimie entre Kate Winslet puis Eli Wallach est aussi bonne. La tension sexuelle est palpable. Tyrese puis Arthur. Baiser, Kim, je t'ai fait de quoi? C'est tellement chaud, Chris. Non, mais pour vrai, la chimie est extraordinaire. T'sais. Je pense que ça, c'est dans le casting que cette qualité-là ressort. C'est-à-dire qu'ils sont tous tellement talentueux. Là. Ouais. Ils vont sortir leur force l'un puis l'autre, puis ils fit bien ensemble. Moi, je trouve le couple Amanda puis Graham, il est plus crédible, je trouve, que Iris puis Miles. Ouais. Même si on croit en leur couple, je pense que eux, à la base, leur storyline, c'était pas tant de tomber en amour. Ils ont comme un peu d'autres quêtes. Iris, c'est de se faire confiance, c'est de se libérer de l'autre. Miles, il y a une copine. Fait que c'est pas obvious tout de suite que les deux vont tomber en amour. Fait que c'est peut-être pour ça que la chimie, on la sent peut-être moins, parce que l'autre couple, ça commence tout de suite avec une super grosse tension. T'as raison. Puis comme tous les autres conflits sont résolus, amoureusement parlant, je veux dire, pour Amanda puis Graham. Alors que Miles et Iris sont encore en amour avec d'autres gens. Oui, c'est avant ça. Même que... C'est juste avant que le film atteigne sa dernière partie. Mais eux, par contre, c'est cute de les voir comme développer une amitié puis devenir des amis avant de se triper dessus. Ouais. Ils deviennent des amis, tu sens que les deux, ils s'aiment bien. Puis là, les deux se rendent compte, je suis dans une relation toxique. Puis je suis tellement bien avec l'autre personne, tu sais. Fait que eux, mais c'est cute aussi, tu sais. C'est juste que c'est pas pareil. C'est différent, tu sais. C'est ça qui est bien. Ouais, t'as raison. C'est qu'on a deux histoires, tu sais. De Holiday, on s'entend que c'est deux films, là. Oui. Tu sais, c'est deux films d'1h15, là. Carrément, les personnages se sont jamais rencontrés. Ils ont jamais joué ensemble, sauf pour une scène. Puis c'est la scène qu'ils ont tournée en premier. Ils se sont vus une fois. Puis après ça, ciao, bye. Là. Je sais. La tournée de promo, ça devait tellement être drôle, tu sais, de faire une tournée de promo ensemble. C'est la deuxième fois qu'ils se voient, tu sais. Ils n'ont pas tourné ensemble. C'était comment de tourner ensemble? Ben, on s'est pas vus. J'ai aucune idée. Non, vraiment. Ce qui a aidé, par contre, à leur chimie, là, tu sais, évidemment, entre les personnages, c'est que Nancy Meyers, grande romantique, qui est habituée d'aimer des films classiques de romance, leur a demandé d'écouter des films avec beaucoup Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Elle voulait qu'ils soient bien préparés en termes de romance. Donc, c'est ce qu'elle leur a demandé. C'est un bon devoir, je trouve. C'est le meilleur devoir. Là. Tu veux te préparer pour le film? Regarde des films d'amour. C'est ça. Regarde des films d'amour. Regarde des comédies romantiques pour ton film, OK? Wow! Meilleure préparation. Ah non, vraiment, j'adore ça. Tellement. Puis, tu sais, c'est ça la force du film, c'est la caractérisation des personnages. Tu sais, comment elle les a écrits. T'envies leur vie. C'est un des rares films que t'es comme, je voudrais être à la place de chacun des personnages. Moi, je voudrais être à la place d'Amanda. Pourquoi? Pour Graham. Est-ce que tu appuies mon projet? Moi, ça fait des années que j'ai un projet en tête. Je m'adresse à tous les entrepreneurs spécialisés en biscuits. Moi, mon rêve, c'est de lancer les biscuits Québec Nostalgie, des biscuits Graham, avec la face de Graham sur le top. Oui. Moi, je trouve que c'est une idée de génie. Dites-le moi, si vous pensez aussi que c'est une idée de génie, moi, j'achèterais ça. Oui, ou, puis là, si tu veux bonifier ça, j'aurais tout le temps Graham sous la main. Des guimauves avec la face de Cameron Diaz et tu fais des s'mores. Ah, puis là, ça fait la sandwich. Exactement. L'amour complet, parfait. Wow. Tu m'as un peu perdu à guimauve. Je suis pas une fan de guimauve. Tu m'as un peu perdu à guimauve. Je m'enchaînerai plus jamais guimauve. Non, mais quand des s'mores. Mais oui. Ça, c'est bon. Les gens vont l'écrire dans les commentaires. Moi, j'ai un traumatisme de guimauve dans la vie. Tu savais-tu? Non, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai pris une grosse cuillère de Jet Puff. Là, et j'ai eu le plus gros mal de cœur que j'ai jamais eu. Comme j'ai déjà été hangover dans la vie. Puis ça n'a jamais été aussi pire que la fois que j'ai pris une cuillère de Jet Puff. Mais biscuit Graham, ça, je m'en enfilerais plusieurs. Ta face et celle de Graham en biscuit. Oui.
Un biscuit sur 2. Graham, moi. Voilà. Voilà. Merci de me dire si vous appuyez le projet. Oui, j'investirai. Merci. Mais pourquoi autant on acclame autant Graham? Bien, clairement, c'est parce que ce personnage-là, il a été écrit par une femme. C'est pour ça que c'est notre homme de rêve. Je me rends compte avec les années, pour en avoir souvent parlé sur Québec Nostalgie, fait des posts, fait des stories, fait voter les gens, je me rends compte que c'est vraiment un des rares personnages masculins, même comédiens, que c'est unanime chez la genre féminine, que c'est comme notre homme de rêve. Souvent, tu dis à une fille, quel gars dans les films est le plus green flag, est le plus l'homme que tu marierais? Les gens, ils disent tout Graham. Ouais. Je comprends. C'est comme la réponse unanime, on dirait. Toutes les filles s'entendent pour dire, ouais, Graham. Un bon gars, respectueux, puis un bon sensible, papa. Disponible, il pleure, il est drôle, il est responsable. Il a tout. Il a passé au travers un gros drame de vie, puis ça l'a rendu plus fort. Oui. Puis il a développé une sensibilité par rapport à ça. Il est là pour ses filles. Ah non, vraiment. Comme, wow, 10 sur 10. Il s'habille bien, belle gueule. C'est ça. C'est vraiment... Je changerais rien. La réponse unanime, toutes les filles trippent dessus. Carrément. Puis, en fait, j'aimerais ça rencontrer les rares qui sont comme, non, pas mon genre pantoute. Oui, j'aimerais ça savoir. Moi, j'aime complexer, maganer, tatouer des yeux. Si il n'est pas votre genre... C'est comme... Franchement. Non, mais tu sais, je peux comprendre. Peut-être que physiquement, c'est pas le genre de toutes les filles, mais si on s'arrête à la personnalité, c'est un homme de rêve, là. Carrément. Puis si c'est pas votre homme de rêve, je veux savoir pourquoi. Vous nous écrire, ça va prendre des bons arguments. Oui, vraiment, parce qu'on va s'obstiner avec vous dans les commentaires. Désolé, je suis en désaccord. Oui, j'ai hâte de le faire, d'ailleurs. Une autre force du film, bon, il y a les comédiens, les personnages, les décors. Et ça, toi et moi, c'est, je pense, la partie qui nous rend la plus enthousiaste aujourd'hui. On avait hâte d'en parler. Nancy Meyer, les gens de qui elle s'entoure pour créer les décors dans ses films, c'est du génie. Oui, et c'est quasiment devenu une caricature de Nancy Meyers. Quand tu parles d'elle, tu parles de ses cuisines. Puis pour moi, je trouve ça à la fois juste, vraiment juste, parce que ses cuisines sont extraordinaires, mais super réducteur. Parce que c'est pas juste ses cuisines qui sont extraordinaires, c'est tout. Elle ne fait aucune erreur pour ce qui est de ses décors. Non, puis c'est parce qu'elle a vraiment compris la notion de... Le décor fait avancer la trame narrative. Le décor nous en dit sur les personnages. Le décor parle autant que le scénario. Ça, elle a tout compris ça. Là. Dans The Holiday, surtout, là, ce qui est satisfaisant, là, c'est l'espèce de dichotomie visuelle entre les deux histoires. Là. On s'en parlait l'autre jour, mais c'est ce qui donne pour moi la raison d'être du film. Parce que tu vas regarder ces histoires-là qui... Le seul lien sur papier qui semble y avoir, c'est l'aspect de guérison. C'est l'aspect de comme les deux ont vécu des ruptures amoureuses, puis ils cherchent à se guérir d'une certaine façon, donc ils changent de vie. C'est le seul lien. Le seul. Les histoires s'imbriquent pas vraiment entre elles, mais il y a un grand symbole d'opposition, puis justement de dichotomie visuelle d'arriver, puis tu prends un personnage qui est quasiment l'antithèse de l'autre. Ils arrivent dans leurs propres univers respectifs, puis ils détonnent dans ces univers-là. C'est ces deux mondes-là qui sont mis en parallèle. Ça fait que justement, on a l'impression de regarder deux films, mais deux films tellement connexes. Puis c'est intéressant parce que à Los Angeles, on est dans la chaleur, la luminosité, la végétation. Là, toi puis moi, on aime le fameux vent qu'on voit, le Santa Ana. On sent la chaleur, tu sais. Puis quand on arrive en Angleterre, ben là, c'est les côtés hivernal, enneigé, très réconfortant. On est vraiment à deux antipodes. Oui. Puis dans les décorations, t'as raison, dans la décoration aussi. C'est con, là, mais il n'y a pas tant de décorations de Noël que ça dans la maison d'Amanda. Amanda, on ne saurait pas que c'était un film de Noël. Non, exactement. Ben, je veux dire, Iris, quand elle arrive à Amanda... oui, c'est ça, Iris dans la maison d'Amanda. C'est un chaos narratif. J'espère que les gens nous suivent. Amanda, mais Kate Bine, en même temps... c'est quoi son nom? Oui, c'est ça, Graham, des biscuits. En tout cas, pas de guimauve, mais, mais dans leur personnalité... aussi. Ça se ressemble beaucoup, cette espèce de dichotomie visuelle-là. C'est comme Amanda, elle est très froide. Puis elle s'en va dans le coin qui est froid. Kate, elle s'en va, Kate Iris, elle vient du côté tout réconfortant, puis elle s'en va dans la chaleur, elle aussi. C'est comme leur personnalité s'en va à l'endroit où est-ce qu'ils fait le plus. C'est tellement bien pensé. Catherine, je m'apprête, et tu t'apprêtes aussi à briser le cœur de tous ceux qui ne le savaient pas. On s'excuse d'avance. La maison de Iris. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. J'ai tellement de peine. Moi, là, toute ma vie, OK, j'ai attendu d'avoir mon argent d'adulte pour pouvoir louer cette maison.
C'était sur ma bucket list de vie, louer la maison dans The Holiday. Avoir une maison qui ressemble à celle dans The Holiday. Encore aujourd'hui, de regarder ce film-là et de voir cette maison-là, tu te dis, il n'y a pas plus bel endroit sur Terre. Puis moi, je trouve, puis ça me fait capoter, c'est l'espèce d'arrogance européenne de se dire, moi, j'habite au plus bel endroit sur Terre, à un endroit paradisiaque, puis le goût de m'en aller. Je suis pas bien. De quoi t'es pas bien? Regarde où t'habites. Puis c'est fou quand même parce que cette maison-là, en soi, elle n'existe pas. Non. Je pense que tu l'as mentionné quand on a discuté la dernière fois, que c'était l'envie de Nancy Meyers de créer une maison qui est vraiment l'archétype d'une maison, comme les premières maisons qu'on crée quand on dessine sur un papier. C'est ça. Ouais. Elle voulait que la maison d'Iris ressemble à un dessin pour enfants. Fait que la maison que tu fais avec un petit toit, 2 fenêtres puis une porte au milieu, c'est ça qu'elle voulait. Puis elle en a trouvé elle a trouvé une maison comme ça sur un listing, là. Une maison, puis elle était comme, that's it, on va s'inspirer de cette maison-là. Et ils ont construit la maison d'Iris de toutes pièces. Là. Toute la façade. Il n'y a rien dedans, là. C'est vraiment une façade. Le muret, ils ont planté des arbres. Ils se sont rendus jusque-là pour avoir la maison parfaite. Ouais. Puis tu sais quoi? Ça a marché. Oui. Parce que là, encore aujourd'hui, on en parle, tu sais. Oui, il y a des gens qui écrivaient. Il y a une autre productrice qui a contacté Nancy Meyers Pascal, pour lui dire... oui, c'est ça, tu sais. J'aimerais ça habiter là-dedans. Oui, la maison, j'aimerais ça la louer. Comme tu sais que ça n'existe pas. C'était en même temps avec oui, je le savais, tu sais. Non, elle ne savait pas du tout. C'est fou, tu sais, il y a quelques années, cette info-là, c'était déjà sorti dans le temps, mais on dirait que personne avait réalisé, je sais pas, peut-être parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux dans le temps, fait que ça s'était pas autant ébruité, mais il y a quelques années, il y a un des comédiens, je pense que c'est Jude Law, je me souviens plus c'est lequel, il a lancé ça dans une entrevue, mais lui, de façon super casual, parce que dans sa tête, tout le monde le savait que c'était pas une vraie maison. Et il dit ça, puis là, l'intervieweuse, « What? » Puis tout le monde sur Internet a eu la même réaction. « Ben voyons donc, pas une vraie maison. » Tu sais, tout le monde a comme été choqué, tout le monde a pleuré aussi, là. Là, j'imite les gens comme s'ils étaient surpris, mais les gens étaient surtout en grande dépression. Oui, vraiment. C'est de dire adieu à un rêve d'enfance, là. C'est ça. Puis c'est fou à quel point ça a été c'est un référent même qui s'est rendu jusque dans la pop culture, jusque dans les séries. Tu sais, je me souviens écouter Schitt's Creek, puis le personnage de David, il magasinait des maisons, puis il y avait une maison en particulier qu'il voulait, puis là, il disait à son chum, c'est celle-là que je veux parce qu'elle ressemble à la maison dans The Holiday. Ouais. C'est fou à quel point ça a fait rêver toute une génération. Et là où on n'a pas trouvé de réponse, mais je pense qu'on la sait, puis on n'ose pas se l'admettre, c'est est-ce que la maison est encore là? T'sais, évidemment, c'est un set. Ah, ils l'ont démonté, c'est sûr. C'est sur une terre. Rendu là, tu crées la plus belle maison sur Terre, garde-la debout, puis construis-la mieux. Faites quoi? Tu peux pas... C'est crève-cœur, là. T'sais? C'est une tragédie. C'est une tragédie. C'est commettre un crime. En tout cas, oui. moi, j'y crois. Moi, je trouve que c'est comme une mauvaise blague du Grinch, là, tu sais. Il a pas volé Noël, il a volé la maison de Holiday, là, il l'a démonté, il l'a défaite. Ouais, ça gâcherait mon Noël, ça. Et puis, là, évidemment... Ce qu'on n'a pas dit, c'est que les intérieurs, eux, ont même pas... Tu sais, cette maison-là, oui, ils l'ont vraiment faite dans le Surrey. C'était à Shear qu'ils l'ont construit. Mais les tournages intérieurs... Ils ont fait à LA, dans des studios. C'est un peu décevant. Hein? Non, vraiment. Mais c'est encore plus surprenant parce que tu n'as jamais l'impression que ça se passe dans un autre pays, dans un autre climat. Tu sais, même que, moi, là, ce qui me crée le plus de confusion, c'est la scène où Amanda voit Graham parler au téléphone à ses filles. Puis elle regarde au travers la fenêtre. Puis elle le voit parler dehors, puis tout ça. Puis je me dis, où à ce moment-là? Est-ce qu'il est dans un studio à LA? Studio, ils ont juste recréé un extérieur, machine de neige, ils ont tout recréé. Ah, wow, OK. C'est sûr. Ah, mais c'est super impressionnant. Green screen, c'est sûr. Mais l'œil de Nancy Meyers est extraordinaire d'arriver puis de créer des sets, des maisons parfaites dans des studios. Carrément, juste des places qui n'existent pas. Ben, la maison de Amanda, c'est la même chose. En fait, non, c'est pas la même chose. Parce que la maison d'Amanda, elle existe. C'est une maison d'architecte. C'est situé à LA, c'est à San Marino, si je me trompe. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai écrit. Oui, San Marino, en Californie. Oui, c'est ça. Puis, ils ont utilisé juste l'extérieur. Fait que, tu sais, la cour, où est-ce que la piscine, le devant de la maison, où est-ce qu'elle se chicane avec son ex. Mais toutes les shots intérieurs, ils les ont faites dans un studio. Puis, ce que j'ai entendu, c'était vraiment intéressant. C'était le gars qui faisait les décors de ce film-là. D'ailleurs, sur YouTube, il y a plein de vidéos avec le créateur des décors. Ouais, qui parle en détail. C'était quoi leur vision? Qu'est-ce qu'ils voulaient pour chaque personnage? Puis je pense que c'est lui qui expliquait que dans la maison d'Amanda, ils ont tout construit ça en studio. Puis ce qui était important, c'est que ce soit très, très, très lumineux. Il dit, on a
tellement mis de lumière, on a envahi ça de lumière pour vraiment sentir que quand Iris rentre, tu sais, elle vient d'une période sombre dans sa vie. Puis là, aussitôt qu'elle arrive à LA, là, c'est la lumière. Là, elle a encore son foulard. Elle voit la lumière au bout du tunnel. C'est lumineux, il y a du soleil. Hey, c'est une bonne idée, c'est vrai. Hey, non, j'aime fou l'architecture latine de la place. Puis je sais que c'est vraiment un gros coup de cœur pour Myers. Elle a toujours adoré ça. Puis je pense que c'est peut-être parce qu'elle est résidente de LA, je suis pas trop certain. Mais de son souvenir, c'est marquant de l'architecture de LA, là, carrément l'architecture latine. Puis moi, écoute, tu vas trouver ça con, là, mais moi, avant même de revoir le film des dernières années, là, juste en me fiant aux souvenirs que j'avais quand j'étais jeune, il y a une image, l'image la plus forte qui m'était restée, genre tatouée dans ma tête, là, okay? C'est les stores automatiques. Mais moi aussi. De la maison d'Amanda. C'est sur ma liste de ce qu'un jour ma maison va avoir. Je suis comme, ta vie est parfaite quand il n'y a plus une once de lumière dans ta chambre. Quand tu peux t'endormir, il n'y a rien. Honnêtement, là, j'adorais ça, puis encore aujourd'hui, ça me les prend. Totalement raison. Je veux dormir dans noirceur totale. Moi aussi, ça m'a beaucoup marqué. C'est la première fois qu'on voyait ça, des stars automatiques comme ça. Dans un film, au moins, en tout cas. Là. C'est un set-piece de film. Là. Puis on s'en rappelle tous des années plus tard. Capoté. Vraiment. Ouais. Tellement. Non, les sets de ce film-là sont extraordinaires. Là, puis on a parlé de Iris quand elle arrive dans cette maison-là. Je fais juste une parenthèse, mais je pensais à ça. Puis Iris, dans le film, une chose que je trouve intéressante, c'est l'évolution de ses vêtements. Ouais. Tu sais, au début du film, on la voit, tu sais, chez elle, puis là, elle va pas bien, puis elle pleure, puis tu sais, elle est en pyjama, puis elle est pas arrangée, tu sais, une queue de cheval, puis tout. Puis là, après ça, quand elle s'en va à LA, encore une fois, tu sais, le grand manteau large, le foulard qui décroche un peu, tu sais, elle est pas vraiment arrangée. Puis plus le film avance, plus elle reprend comme le contrôle sur sa vie, plus elle a l'air classe, puis même plus on dirait qu'elle se transforme puis qu'elle devient à l'image de cette maison-là. Elle devient tellement classe, tellement... Je sais pas, j'ai toujours trouvé que c'était cute, comme ça, élégante. Il y a vraiment un beau petit clin d'œil, je trouve. Ouais, une belle évolution de personnage. Au niveau des vêtements. C'est ça ma petite parenthèse. C'est une très bonne parenthèse. Si on revient au décor du film, là, il y avait, moi, le manoir, où est-ce que Amanda puis Graham, ils s'en vont manger. Est-ce que tu parles de là où il y a tous les arbres? Oui. Puis c'est comme une espèce de... Tu sais que ça, c'est une scène qui est totalement improvisée. Hein? Elle a parti de la caméra puis elle a dit comme déconner. C'est ça, déconner, tomber en amour. Ouais, exactement. Ouais. Puis ce manoir-là, tu sais, c'est là où ils ont leur dîner juste avant, là, puis c'est là qu'il bande, puis c'est là qu'il lui dit qu'il pleure tout le temps. Puis là, elle raconte son enfance. Tu sais, cette scène-là, je la trouve déjà vraiment très belle. Là. J'aime comment ils se parlent, j'aime l'honnêteté, je trouve ça trop beau comme discussion. Puis là, après ça, ils s'en vont courir derrière. Moi, je me suis toujours dit, mon Dieu, quand je vais aller en Angleterre, dans ce coin-là, parce qu'un jour, je vais aller là, c'est sûr. Oui, j'étais comme, je vais aller manger là, c'est certain. Mais non, faites encore notre bulle. On va encore mettre votre bulle, la gang. Ça s'appelle le Cornwall Manor à Cornwall. Et malheureusement, ce n'est pas ouvert au public. Des fois, ils acceptent que les gens fassent des mariages là-bas, mais c'est privé, malheureusement. Oh, God. La bonne nouvelle? Oui. Le pub. Le pub où est-ce que Amanda puis Graham, ils se donnent rendez-vous là, quand finalement elle décide de pas partir. Puis où est-ce qu'on voit Graham, justement, au début du film. Lui, il existe. Et c'est le pub de White Horse. C'est à Sheer, dans le Surrey, justement. Ils sont vraiment restés dans la même région. Fait que vous pouvez aller au fameux bar où est-ce que Graham était. Puis profitez-en pour bien vérifier l'église aussi, parce que l'église, elle fait partie, si je me trompe pas. L'église? Oui, il y a une grande église à un moment donné qu'on voit. Peut-être qu'on la voit juste comme d'un coin de l'œil. Tout ça n'est pas omniprésente, là, puis elle joue pas une place là. Mais il y a une église dans le village de Sheer qui a été utilisée dans 2 autres films. Ah, mais oui. 4 Weddings and a Funeral et Bridget Jones' Diary. Ce village-là, il est reconnu. Il est célèbre, ils doivent être tannés d'avoir des petites rues étroites. Arrêtez d'envoyer Jude là ici, on veut pas le voir. Calique, là, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Je t'accepte, là, tu sais. Puis je suis sûr qu'eux autres, ils se doutent de rien. Eux autres sont comme, ben non, c'est un petit village bien normal. Là. Pourquoi vous arrêtez pas de tourner ici? Parce que c'est la plus belle place au monde. Parce que c'est le plus bel endroit sur Terre. Oh my God. En tout cas, on va vivre là. On s'en va vivre là. On fait le podcast là-bas. Honnêtement, ce serait une bonne idée. Oui! Oh my God, ce serait tellement une bonne idée. Penses-tu que Pimpin et Pompon, ils viendraient là-bas? Si je les invite, ils viendraient-tu à Sheer? Je pense qu'ils peuvent pas refuser rendu là, tu sais. OK. Là, j'ai écrit quelque chose d'un peu controversé. Il y a 2 films, on se rappelle. Dans le film à LA, on sait pas que c'est Noël, vraiment. Tu sais? Est-ce que, selon toi, The Holiday peut être considéré aussi un film d'été? Un des 2 films peut être considéré comme un film d'été pour moi. Mais l'affaire, c'est que c'est comme si l'histoire de Amanda puis Graham est tellement indubitablement liée à l'hiver puis à tout ça que
je peux comprendre que tu vas écouter ce film-là l'été. Parce que moi, je trouve ça très légal de l'écouter au mois de juin, puis de le réécouter à Noël. À chaque semaine, à Noël. Moi, je trouve ça légal. Ouais, carrément. Puis je comprends ton sentiment, parce que tu as raison. Je trouve que si tu traites ça comme un film de Noël, il y a l'histoire de Iris et de Miles qui détonnent. OK, ben c'est pas tout à fait un film de Noël. Non. Puis à l'inverse, si c'est un film d'été, ben il y a l'histoire de Amanda et de Graham. Ouais. Qui détonne. Genre Nightmare Before Christmas, là, tu sais, c'est un film d'Halloween, c'est un film de Noël. Ben là, c'est un peu ça de Holiday aussi. T'as raison. Ouais. Moi, là où mon opinion controversée est... C'est quoi? C'est, est-ce que c'est un bon film de Noël? Oui. Moi, je pense que c'est un excellent film, mais que je pense pas que c'est un bon film de Noël. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? OK, je veux dire, Nancy Meyers elle-même considère pas que c'est un film de Noël. Elle l'a réécouté il y a quelques années, là, comme l'année passée, si je me trompe pas. Ouais. Puis elle s'est dit, hey, j'étais surpris de voir à quel point il y avait de Noël dans ce film-là. Puis moi, à l'inverse, en regardant ce film-là, c'est de voir à quel point il y a si peu de Noël que ça. Ah, il y en a pas beaucoup. Moi, à mes yeux, ce que ça réussit à être, c'est que c'est un excellent film de vacances. Je sais que ça a l'air simple de dire ça parce que le film s'appelle The Holiday. Le film s'appelle Les Vacances. Les Vacances, bienvenue, c'est le film des vacances. Mais c'est exactement ça. Moi, c'est un film vacancier. À la limite, là, je pense que c'est le film idéal d'avion. Oui, tu regardes ça dans l'avion, puis c'est la promesse d'aventure, la promesse de quelque chose qui s'en vient, que tu vas être dépaysé, mais que tu vas découvrir des belles expériences. À la limite, l'homme ou la femme de tes rêves. Tu sais, c'est parfait. Pour je peux pas vivre la scène de Amanda puis Graham qui se pognent dans l'avion avec des petites madames à côté de moi. Non. Ça, c'est dans mon salon, avec des petites chandelles, un chocolat chaud, mais même des pâtes de Noël, mes pâtes de chez Toujours Mike, des carbonara qui arrivent. Tu vas être confortable. T'sais. Oui. Moi, comme à chaque année, quand j'écoute The Holiday, faut que ce soit dans le bon setting. Il faut que je sois dans le bon minding. Cette journée-là, il y a neigé, puis là, j'ai une grosse journée, puis là, ce soir, je relaxe. Aussi, je me fais des pâtes comme j'ai le goût de me... Ouais. J'ai goût que chez nous, ce soit le même mood que le film. Je serais curieux de savoir ce que les gens en pensent. Comme qu'ils nous disent où est-ce qu'ils regarderaient ce film-là, idéalement s'ils peuvent. Est-ce que c'est chez eux avec un chocolat chaud, avec une assiette de pâtes de Toujours Minx? Ou est-ce que c'est, mettons, en vacances, tout ça, quand ils sont un peu plus dépaysés? Ouais. Mais c'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Je pense qu'on peut dire que c'est un film de Noël. Puis moi, j'aime me dire que c'est un film de Noël parce que ça me force à le réécouter chaque année. Mais par contre, t'as un point. Comme dans le film, un des deux films, dans celui à L.A., Jack Black, lui, il savait même pas qu'il avait joué dans un film de Noël. Sur un tapis rouge, je pense que la personne avait demandé, c'est quoi ton film de Noël préféré? Puis là, il avait répondu quelque chose. Puis là, la personne était comme, c'est pas, c'est pas ton film de Noël. Quelque chose comme ça. Puis lui, il était comme, j'ai joué dans un film de Noël. Il savait même pas qu'il avait, mais c'est vrai, sa portion à L.A., il peut pas savoir qu'il joue dans un film de Noël. Puis des fois, les comédiens, ils réécoutent pas les films dans lesquels ils jouent. Fait que lui, il avait aucune idée qu'il avait joué, qui faisait partie d'un film de Noël que les gens écoutent à chaque année. Ils savait pas. Mais c'est parce qu'on se l'est approprié. Carrément. On peut tellement rire. Ah non, je sais. Puis écoute, là, faut qu'on en parle. Là. Cette question-là, peut-être que je la trouve peut-être un peu simple. Peut-être que les gens vont faire comme, OK, on s'en fout. Là. Quelles vacances est-ce que tu choisirais, toi? L'Angleterre. OK. Oui. Mais en fait, je pense que dans la vie de tous les jours, j'habiterais dans la maison à L.A. Cette maison-là, j'aime la façon qu'elle est faite. Elle est grande, la piscine. Mais dans quel univers je veux être? J'aime bien plus l'univers anglais, le petit village, les petites épiceries fines, le petit manoir où est-ce qu'ils vont manger. C'est bien plus mon vibe. Là. À l'époque, quand je l'ai écouté pour la première fois, moi, je pense que ça aurait été... Oui, mais non, évidemment. À l'époque, j'aurais dit, je pense, à L.A. Admettons, t'enlèves la politique, là, t'enlèves tout ça. Moi aussi, quand j'étais jeune, j'aurais pris L.A. Puis là, je vieillis, puis je me dis non. l'Angleterre. Hors de question. Déjà, je rentre pas aux États-Unis. Deuxièmement... Mais non, c'est ça. Non, c'est ça. Deuxièmement, au UK, ça a l'air extraordinaire. Ça a tellement l'air d'une belle place. À un moment donné, ils marchent sur des plaines. Je sais pas s'ils sont à Surrey à ce moment-là. Là, puis il y a du brouillard, juste un peu de brume. C'est le plus beau paysage sur Terre. Ouais. C'est incroyable de se dire que sur Terre, il existe des endroits comme ça. Puis que tu peux aller en vacances, là. Ouais. C'est fou. Ouais. Ah non, j'adore. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, je suis déjà allée à Londres, mais je suis pas sortie. Tu sais, je suis pas allée dans les villages anglais. J'aimerais ça. Tu sais, je suis allée en Écosse, par contre. Puis j'avais pris le train entre Londres puis Édimbourg. Puis justement, dans le train, là, on voyait, là, je sais pas, j'ai vu combien de châteaux, de manoirs de sa route. C'est tellement beau. Puis ça fait partie... Le brouillard que tu parles, là, je l'ai vu. Là. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de leur vie. Oui, c'est ça, leur vie. Ils ont acquis ça, ils ont intégré ça. Sur sa route, on voit le Madrid. Le Madrid. Puis Ben Laden, genre.
Un gros Tim là-bas, là. Un Tim Horton. Eux ont des châteaux. Ouais, vraiment. Ah, non, ouais. je sais. Ouais. Hey, Jean-Max, avant qu'on poursuive. OK. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Vous pensez qu'on a fait le tour, mais non. Il y a encore beaucoup de choses. On a trouvé beaucoup de fun facts aussi. Des fun facts vraiment intéressants. Oui, J'étais vraiment surprise des fois. Mais là, juste avant, j'en profite tout de suite pour faire ma recommandation TVA+ du jour. Et là, comme on est dans le temps des fêtes, évidemment, je vais vous recommander un film de Noël. Puis là, il y en a un vraiment nostalgique qui a été déposé sur TVA+. Devine, c'est quoi? Film de Noël nostalgique. Là, c'est un film de Noël. Là, tu peux pas me contredire. Je suis d'accord. C'est un film de Noël. Je le vois dans les notes. Tu l'as vu, là. Et je suis, no joke, amoureux de ce film-là. Ah! Ouais. Je savais. Comment? Je voulais pas te le dire, justement, à cause... J'ai un feeling que Jean-Max a aimé ça, ce film-là, quand il était jeune. C'est le film, ils ont déposé La course aux jouets. Jingle All the Way. Classique des classiques. C'est fou, hein? Moi, quand j'étais jeune, c'était un must, là. Avec ma sœur, à chaque Noël, on espérait, je me rappelle, on l'a jamais loué, on l'a jamais acheté, mais il jouait tout le temps à la télé. Ouais. Puis on s'arrangeait tout le temps pour être là quand il jouait. On regardait le guide horaire, puis là, on voulait tout le temps l'écouter. Mais là, j'avoue que ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Fait que je suis contente qu'il soit déposé sur TVA+, parce que je peux l'écouter pour vrai. L'histoire de Turboman, puis de... Mais c'est ça qui est pour vous remettre dans le bain. Là. Ce film-là, il est sorti en 96. Puis déjà, il y a tellement une vibe... Tu sais, 90s Christmas, là. Puis ce que j'aime, c'est que cette année, j'ai remarqué sur Instagram, sur TikTok, beaucoup de gens créent des contenus pour justement ramener la magie des Noëls des années 90, des gens qui sont des parents qui veulent que leurs enfants vivent les Noëls des années 90. Dans ce film-là, c'est vraiment cette magie-là qu'on retrouve. Puis c'est l'histoire d'un père qui est vraiment désespéré parce qu'il veut mettre la main sur Turboman, qui est le jouet le plus populaire de Noël cette année-là. C'est le jouet que tous les parents s'arrachent. Là. Ils veulent absolument l'avoir pour leur enfant. Le premier Laboubou. Le premier Laboubou. Oui. C'est carrément ça. Ah non, je sais. Puis, comme dans toute bonne comédie des années 2000, il y a comme une espèce d'aventure chaotique là, qui va avoir lieu dans la ville pour essayer de trouver puis d'avoir ce jouet-là. C'est vraiment bon. Oui. Puis, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est sur TVA+, c'est là gratuitement, mais il est là pour une semaine. Fait qu'il est là du 19 décembre jusqu'au 26 décembre. Fait que, mettez ça sur votre watchlist, prévoyez déjà une journée pour l'écouter, pour pas passer à côté. Écoutez ça avec votre famille. Si vous avez des enfants déjà, faites-leur écouter ça. Là. C'est un grand classique. Pour moi, il y a deux façons de le regarder. Okay? Le film existe de deux façons. En anglais puis en français. Oui. Puis je dis ça, évidemment, une traduction, c'est une traduction, là, mais c'est rare. Non, au Québec, ça arrive souvent quand même, qu'une traduction amplifie la qualité du film. Il y en a. Parce que, évidemment, Arnold Schwarzenegger, c'est un excellent comédien. Puis moi, je trouve que dans les années 90, c'est sa meilleure période. Mais tu marques un point, on l'a pas dit, mais l'acteur principal, c'est Arnold Schwarzenegger. Oui, vraiment. C'est son rôle, le rôle d'une vie, si je peux dire ça comme ça, OK? Mais évidemment... La course aux jouets. Ah, vraiment, oui. Je veux dire, c'est son numéro 1, OK? Mais son accent est toujours un peu distrayant. Le gars vient d'Autriche, tout ça. Il fait du mieux qu'il peut pour parler en anglais. Ça lui donne un énorme charme. Mais en français, quand t'as pas à se soucier de ça, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment réconfortant. J'aime beaucoup le voir lutter pour le bonheur de son garçon, pour un jouet, là. Tu sais, puis évidemment, les gens n'ont pas besoin de le savoir, mais au moment où l'épisode va sortir, moi, je vais devenir papa. Et je vais avoir la même fougue pour m'assurer que Madeleine, ma petite fille, est le jouet parfait, là. Fait que je me dis, pour les parents, c'est tellement, je trouve, proche de leur vie à eux, tu sais, puis ils veulent tellement faire plaisir à leur enfant, là, comme... Ben écoute, là, elle va peut-être être un petit peu jeune pour l'écouter, mais quand même. Je donne Turboman aussitôt qu'elle sort. Là, comme... c'est là, du 19-26 décembre. Vous allez le trouver dans ma section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie. Souvent, les gens ils me disent où la section? Je vous mets le lien direct en description, fait que vous allez retrouver tout de suite le lien vers ce film-là. Écoutez-le, pour vrai, vous allez vraiment vous sentir dans les années 90 à Noël. Oui. On continue notre épisode de Holiday. Je voulais qu'on parle... T'en as parlé un peu en intro. La musique du film, Hans Zimmer, qui a fait quand même... assez pas équipé d'un petit cul qu'on connaît pas. Là. Non, en effet. Elle est allée chercher un très grand compositeur. Moi, j'adore la musique de ce film-là. Ça arrive très souvent en décembre
que quand je travaille, je me mets à la soundtrack. Ouais. Et j'aime tellement la chanson Cry. C'est la chanson quand Amanda accourt. Là. Oui, ben c'est la tune que j'ai dans la tête quand je pense à ça. Ouais. J'aime tellement cette chanson-là. Puis c'est ça, fallait juste que je souligne. Puis c'est disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter vous autres en travaillant. Ah, définitivement. J'aime trop ça. Ah oui, toute la soundtrack est super bonne. Moi, j'aime beaucoup Froufrou. C'est comme c'est l'espèce de projet avant Imogen Heap. Elle était connue pour ça. Puis je pense qu'elle a 2 chansons dans le film et je l'aime énormément. Mais Hans Zimmer, ce qui est surprenant, c'est qu'on a tendance à croire, surtout pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec le cinéma d'avant, que sa carrière a kick-off à partir de Inception, quand il a commencé à populariser les grosses trompettes comme ça, tu sais. Mais il fait de la musique depuis très longtemps. Moi, je pense que je l'ai entendu pour la première fois dans Rain Man. C'est un film des années 80. Il a fait de la trame sonore du Roi Lion. Il est là depuis notre enfance, Catherine. Oui, on l'a suivi dans plein de films. Là. Vraiment. Et il y a un paquet de classiques à son nom. Là, vraiment, dont, justement, et là, c'est super intéressant, ils font un caméo, pas un caméo, mais une mention spéciale à Hans Zimmer dans la scène où il est au Blockbuster. Puis il nomme toutes les trames sonores. Là, The Graduate, tout ça. Je pense qu'il y a Jaws aussi à un certain moment donné. Il mentionne Hans. Il dit pour le film Driving Miss Daisy, tout ça. Ouais. Donc, c'est un super beau clin d'œil, je trouve, qu'ils ont fait pour ça. C'est cute, hein? Ouais, le film est tellement amoureux des trames sonores. Là. J'adore ça. Puis le fait qu'il ait choisi Hans Zimmer, c'est le choix parfait. Là, puis il y a un autre détail qui est vraiment cute. Puis ça a été viral sur Internet parce que c'est un détail que tout le monde a découvert. J'en reviens pas. Récemment. Moi, qui l'ai vu, je sais pas combien de fois dans ma vie, ce film-là, j'avais jamais remarqué ça. Puis toi-même, je te le disais hier, puis tu l'as pas vu encore. Là, je l'ai enregistré, la vidéo, pour te montrer. Comme toujours pas, honnêtement. J'ai hâte de voir, là, mais... C'est à la fin du film, quand c'est la cérémonie là, pour honorer Arthur. Ouais. Tu sais, Miles, il y a son ex qui l'appelle, puis elle veut le voir, elle veut y parler. Puis là, il est comme, je vais y aller, puis j'espère arriver à temps pour la cérémonie de Arthur. Dans cette scène-là, quand son ex lui parle, il y a une musique qui joue. Et là, on voit juste Miles qui est sur un sofa. Ouais. Et à un moment donné, il y a une shot de loin et on voit, il est assis, puis il a juste sa main à côté de lui. Puis sur le sofa, il pianote. Puis il pianote la chanson qui joue à ce moment-là dans la scène. Et c'est il pianote la chanson de Iris. La chanson qu'il a écrite pour Iris. Fait que c'était comme du foreshadowing. Là. Ça nous disait que dans ce moment-là précis, il est avec son ex, mais c'est à Iris qui pense, puis c'est elle qui va aller rejoindre finalement, puis c'est elle qui va choisir. C'est capoté comme détail. Fou, hein? Non, t'as pas besoin de faire ça dans un film, tu sais. Puis ils l'ont fait quand même. C'est un tout petit détail. Tu sais, il n'y a pas un close-up sur sa main pour qu'on comprenne. Regardez ses doigts, puis les notes qui jouent. C'est comme si tu le remarques, tant mieux. Tu me l'aurais pas dit hier, je l'aurais jamais su. J'aurais jamais su, non. C'est vraiment fou. Ouais, c'est d'autres détails aussi qui sont vraiment intéressants. Mais là, d'ailleurs, on embarque dans les fun facts. Exact. Puis, tu sais, j'ai mentionné The Graduate il y a quelques secondes. Évidemment, quand il se met à chanter. Quand ils sont dans le club vidéo, ils regardent le film The Graduate. Exactement. Puis là, c'est quand même très drôle. Il mentionne The Graduate parce que la trame sonore est vraiment iconique. C'était inclus dans le script. Et là, il y a Dustin Hoffman, qui est l'acteur qui joue le personnage principal de The Graduate, le lauréat. Puis qui voit toutes les caméras, le set, qui s'en va voir, puis il connaît super bien Nancy Meyers. Il était pas censé être dans le film. Il est juste passé devant le club vidéo, puis il est comme, il y a un film qui se tourne ici. On va aller voir. C'est quoi ça? Hey, c'est Nancy. Ouais, fait qu'elle a décidé de l'ajouter à la dernière minute, là, tu sais, can't go anywhere, puis il est fâché. Ça me fait tellement rire de le voir. C'est une scène, là. Tu sais, sûrement que le linge qu'il porte dans la scène, c'est le linge qu'il portait pour son lunch à côté, là. Ils n'ont pas prévu un CCM, là. Ils tournaient là. Fait que moi, je suis sûre, là, que ça a été prévu on the spot. Pas maquillé. Ils ont peut-être mis une petite poudre d'en face, puis, tu sais, c'est tout, là. C'est fou, hein? C'est tellement un bon fact, là, tu sais. Un autre fun fact, Cameron Diaz. Excellente danseuse. Mais là, quand elle danse sur Mr. Brightside, là, fallait pas qu'elle danse bien. Puis ça a l'air qu'elle dansait trop bien. Fait que Nancy, elle a été obligée de lui demander d'être maladroite puis d'être un peu plus nulle en danse. Mais ça n'a pas marché, là, je la trouve pas nulle. Là. Imagine te faire demander tu danses trop bien. Sois moins bonne. On me le dit souvent, Jean-Max. Tu danses trop bien, Catherine. Oh my God. J'ai tellement hâte de voir les vidéos de toi pour les chorégraphies de Pussycat Dolls. Oui, mon workshop. On a fait un workshop au mois de novembre, où est-ce qu'on apprenait à danser comme des Pussycat Dolls. C'est extraordinaire. Moi, c'était le plus beau moment de toute ma vie. Ben non, je sais. On va en faire d'autres, des workshops avec Studio Biz, d'ailleurs. Restez à l'affût. Moi, j'aimerais ça danser comme dans les clips d'NSYNC. OK. J'aimerais beaucoup aussi les Backstreet Boys. T'as-tu comme une chorégraphie en Christina tête? Aguilera, toutes. OK, toutes. Toutes.
un marathon de toutes les chorégraphies. Je vais te montrer ça tantôt. Ah, j'ai tellement hâte. voir les belles petites chorégraphies qu'on a faites. Il y a aussi la danse d'Iris, évidemment. Là, je pense que quand elle est dans son lit, là, c'est ça, puis qu'elle est super improvisée. Oui, mais la danse, quand elle arrive, ils ont appelé ça une danse, là, mais quand elle arrive à LA, Iris, le petit, elle saute de pièce en pièce, puis elle se promène partout, puis là, elle saute sur place, tout improvisé. Il n'y avait rien de prévu. Elle a tout improvisé ça. Ouais. Non, je sais. J'aime tellement Kate Winslet. Le boob Grace. Iconique. On pourrait penser que c'était écrit, que c'était scripté. Ça l'a été, mais c'est parti d'un fait réel. C'est Jack Black puis Nancy qui se parlaient. Jack Black a accroché la poitrine de Nancy. Puis là, il a dit « Oh, boob Grace, tu sais. » Il l'a assumé tout de suite, c'est ça? Oui, il l'a assumé tout de suite. Puis Nancy, ça l'a tellement fait rire. Puis la façon qu'il l'a dit, elle a pris mot pour mot ce qu'il a dit, puis elle l'a mis dans le script, puis elle l'a mis dans cette scène-là. Il est slick, hein? Puis cette scène-là, tu sais, c'est tellement le petit détail qui fait toute la différence. Ah non, je sais. En plus, là. Ouais, non, vraiment. Ça donne une espèce de transparence au personnage qui est super attachante, vraiment. Ouais. OK. La bande-annonce de Lindsay Lohan puis de James Franco. Ah! Ça, c'est fou, hein? Quand tu regardes le film, t'es comme, mais voyons donc, ils ont ben trop des gros acteurs. Qu'est-ce que c'est ça? Pour une fausse bande-annonce au début du film. Non, c'est vrai. Mais ça se comprend pour Lindsay Lohan, parce que c'est quand même très, très drôle. Nancy Meyers a dit à Lindsay Lohan, veux-tu jouer dans mon film? Tu me dois tout. Oui, j'ai besoin d'une petite faveur. C'est ça. C'est quand même drôle. James Franco, c'est parce qu'ils sont croisés sur des sets, tout ça, puis ils se connaissent bien. Là, fait qu'ils ont tourné une fausse bande-annonce. Ouais. En plus, on n'avait pas besoin là, de la voir, cette bande-annonce-là. C'était pas tant nécessaire dans le film, mais ils ont quand même pris du budget pour en tourner une. Ouais. C'est malade. C'est vrai. Aussi, dans le salon. Ça, là, c'est le paradis d'une autre époque, OK? Le salon de Amanda, rempli de films. Capoté, hein? Le Easter egg. Non, je sais, c'est quand même fou, mais est-ce que t'as déjà regardé les films qui sont là-dedans? Non, c'est ça, justement. Ben, moi, j'ai jamais pris le temps, pas une seconde. Moi non plus. Puis je me dis, t'es une réalisatrice qui veut pas trop déconnecter ton auditoire de ce qu'il regarde. T'enlèves les films où tes acteurs ont joué dedans. Je pense qu'elle a décidé d'en laisser un. Non, mais je pense que c'était voulu, là, c'était un Easter egg. Parce que ce que Jean-Max raconte, c'est que dans la scène où est-ce que Iris on va regarder les films dans le salon, on va dans la pièce, il y a un film qu'on peut bien remarquer, puis c'est Enigma, puis c'est un film que Kate Winslet a fait 5 ans avant. Puis clairement, c'était voulu qu'il soit là. C'était un petit clin d'œil à elle qui est là. Un autre fait intéressant, fun fact, c'est la neige. Tu sais, pour créer les scènes parfaites de Noël dans le village en Angleterre, ils ont loué une machine à neige. Ouais. Sauf que cette semaine-là, il a neigé 3 fois pour vrai. Puis l'équipe était comme, ça se peut pas. Ça se peut pas parce qu'il neige jamais à cet endroit-là. Ouais. C'est comme un miracle quand il neige. Et là, comme par magie, cette semaine-là, il a neigé 3 fois. Fait que la machine à neige n'a pas tant... Elle a permis de peaufiner, de rendre ça encore plus parfait, mais il y avait déjà neigé. Oui. Aussitôt qu'il y a de la neige dans tes films, là, ça a l'air super compliqué. Puis tu sais, ça a vraiment mis Nancy Meyers dans l'eau chaude, hein, tout l'aspect de la neige, puis le confort, puis les détails. C'était long. Les producteurs, ou en tout cas quelqu'un de haut placé dans la maison de production, a décidé de venir puis faire comme, OK, là, t'es over budget, ça prend peine trop de temps. Ils sont venus voir sur le plateau pourquoi ça prenait autant de temps. Ils sont venus inspecter. Puis ils sont repartis, puis ils ont fait, OK, on n'a pas un mot à dire, là, et méticuleuse dans les détails, mais ça vaut la peine. Là, puis honnêtement, ça transparaît dans la qualité du film. Là, s'il n'y avait pas eu autant une attention aux détails, à la neige, au confort du film, là, ça n'aurait pas été pareil. J'ai trouvé un fun fact aussi sur les petites filles du film. Ouais. C'est vraiment cute. C'est pas vraiment un fun fact, là, mais tu sais, c'est eux autres. C'est celle qui jouait Sophie, Miffy Englefield. Elle a raconté plein de détails, dont, tu sais, quand ils vont dans la tente, les petites étoiles suspendues, c'est elle qui les a toutes découpées. Sûrement que c'était comme une activité de plateau. Puis il y a aussi, à la fin du tournage, tu sais, ils ont passé beaucoup de temps avec Jude Law, avec Cameron. Ils ont été vraiment généreux de leur temps. Et à la fin des tournages, Jude Law puis Cameron leur a fait une surprise. Ils leur ont fait faire des jackets en jean avec leur nom de brodé à l'arrière. C'est tellement cute. C'est un super beau cadeau. C'est tellement cute, là. Et il y a 2 détails, 2 fun facts que je tiens à mentionner parce que c'est mes fun facts préférés. Est-ce que c'est le bronzage? Non, même pas. OK, vas-y. Le premier, c'est, premièrement, Cameron Diaz n'a pas de stunt woman. OK? Ah oui. J'adore ce fait-là parce que tous ceux qui ont vu The Holiday vont s'en rappeler. Elle court en talons hauts pendant des kilomètres
super longtemps. Puis aussitôt que j'ai ça, je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait pour tricher cette scène-là? C'est impossible de courir dans tes talons hauts. Puis finalement, non, pas partout. Elle l'a fait. Puis ça a été son tournage le plus intense à cause de ça. Elle a dit à la fin de la semaine, elle était rendue fit. Elle était fit. Puis je la comprends, elle courait chaque jour. Là, à un moment donné, Nancy Meyers l'a fait un peu à côté d'elle, mais Christy, ça. Puis en plus, quand tu vois le montage à la fin, il y a comme 3 shots qu'elle court, là, puis ils ont tourné pendant je sais pas combien de jours. C'est ça, pour elle. Elle a fait un marathon complet, pour 2 shots. Ouais, vraiment. Et un personnage qui est indéniable, dont il faut parler. C'est le chien. Le chien. Okay? Le chien, vraiment, c'est un vieux chien. Okay? Il s'en fout. Il n'a pas le goût d'être là. Il était tanné. Là. Ah, vraiment? C'est long, un tournage. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi vous me parlez? Qu'est-ce que vous faites? Je veux mes croquettes. En tout cas, des affaires de chien, là, je veux aller dormir. Puis finalement, ce qui est quand même drôle, c'est qu'ils ont filmé ses réactions au chien. Mais quand Cameron Diaz, Amanda, qu'importe, il jappe après. Elle jappe pas vraiment après le chien. Elle jappe après Nancy Meyers. Il a pris la place du chien. Il a pris la place du chien. Je lui ai dit, hey, faut-tu aimer son travail pour imiter un chien? Ouais. J'aurais fondu. J'aurais été crampé tout le long. Ça n'a pas de sens. Nancy Meyers. Maintenant, quand je vais regarder cette scène-là, je vais juste imaginer Nancy Meyers. Qui jappe après. Ouais. C'est probablement ça qui s'est passé. Moi, un fun fact que j'ai vraiment aimé, c'est par rapport au bronzage de Jude. Là. C'est vrai qu'il est quand même bronzé dans le film, mais pas tout le temps. C'est ça. C'est parce qu'ils ont commencé les premiers tournages, ils ont fait en Angleterre. Ils ont fait tous les shots extérieurs. Puis en Angleterre, il fait pas très soleil. Fait que t'es pas bronzé. Après ça, ils sont allés à LA. Puis Jude, là, lui, il raconte... Il bronze en 5 secondes. Là. Il va dehors, puis en 5 minutes, il est bronzé. T'sais. Il est l'opposé de moi. Là. Puis... fait que là, lui... Pendant les tournages à LA, il a tellement bronzé vite, ça fait que toutes les shots intérieurs, il est bronzé, puis les shots extérieurs, il l'est pas pantoute. Fait qu'il y a comme une petite... Sûrement qu'au make-up, ils ont rushé un petit peu. Ah non, définitivement. Définitivement, ça, je suis d'accord. On parle depuis tantôt, justement, des fun facts, du casting, des décors, mais on n'a pas parlé, nous, c'est quoi nos scènes préférées? C'est vraiment tough à choisir. C'est tough, hein? Ouais. Moi, on dirait que toutes les scènes, c'est ma scène préférée. Je comprends ce que tu dis. Ils ont toutes quelque chose de cute, quelque chose que j'aime. Mais on en a listé quelques-unes qu'on aime. Moi, vraiment, là, j'aime les scènes qui sont un mood. Il y a vraiment un mood défini. Puis je trouve que quand Amanda, elle arrive en Angleterre, puis là, elle décide d'aller faire un tour dans le village. Puis là, elle s'en va à la petite épicerie fine. Puis là, elle elle met n'importe quoi dans son panier. Elle boit le vin dans l'épicerie fine. Puis là, après ça, elle retourne chez elle. Puis là, tu vois que, elle se fait un souper, des pâtes, puis elle est en pyjama. Tout ça, c'est un mood. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mood qu'on reconnaît toutes. Oui. Puis que malgré ça, il y a juste Nancy Meyers qui le met en film. Aussi bien, définitivement. Ouais. Non, je sais. Puis je suis pas mal convaincu que tous les films de Hallmark doivent la moitié de leur revenu à au moins ce film-là. Sinon, à tout ce que Nancy Meyers a créé, là, est responsable de toute cette esthétique-là. Un autre truc, évidemment, que moi, j'aime beaucoup, c'est l'aspect du clavardage, quand ils s'écrivent mutuellement. Puis on en parle depuis tantôt, là, il y a juste une scène où les personnages sont ensemble dans la même pièce. Ils sont là à la toute fin. C'est la première scène qui a été tournée. Puis à part ça, là, ces personnages-là pourraient ne vraiment jamais se rencontrer. Puis le film parle au téléphone. À un moment donné, une fois. Je peux pas croire que t'as couché. C'est ça, comme... Bon, et à ce moment-là, je trouve que c'est quand même un des moments les plus forts parce que ça révèle une genre de complicité naturelle, accidentelle entre les personnages qui ont l'air d'être les opposés diamétraux des deux, puis pourtant, ils se ressemblent à tellement de niveaux. Là. J'adore ça. Puis évidemment, du clavardage. On s'écrit plus de même. Là, tu vois, on n'écrit plus de même. Puis aussi, une activité qu'on fait plus, c'est aller au club vidéo. Moi, cette scène-là, ça me touche. Ça me rappelle la belle époque des clubs vidéo. J'ai travaillé dans un club vidéo. Ah, c'est vrai? Au Vidéotron, oui, vraiment. Avant le HMV. Avant le HMV, c'était juste avant, exactement. Ouais. Et je te le jure, là, c'était un des plus beaux travaux que j'ai eu. C'est sûr. Vraiment. Parler avec du monde, de films où tu crois. Puis de voir les films aussi exposés, c'est quelque chose de physique. Ouais. Tu vois la pochette. Quand est-ce... évidemment, on le fait encore un peu aujourd'hui en regardant des images, des bandes annonces. Tu regardes une image d'un film, tu te dis, j'aime l'esthétique de ce film-là, je vais le regarder. C'est ça. La pochette, elle joue pour beaucoup, là. Oui, définitivement. Oui. Fait que non, ça m'a fait de la peine de regarder le blockbuster puis de dire, on l'avait. Puis c'est une belle scène aussi, là. Tu sais, moi, dans la vie, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés au HMV. On s'est rencontrés au HMV, toi puis moi, tu sais, parce que justement... On se promenait dans les rangées, on travaillait, puis « Hey, t'as-tu écouté cet album-là? Hey, t'as-tu vu tel film? » Hey, tu sais,
Mon chum, je l'ai rencontré, je suis HMV, c'est un client, je le trouvais beau, tu sais. Genre, on dirait que le HMV, ça m'a tellement fait rencontrer des gens, justement parce que quand on regarde, quand on parle d'art, on parle de films, on crée des liens, tu sais. T'as raison. Tu sais que ma conjointe, aujourd'hui aussi, hein, la première fois que j'y ai parlé, c'était au HMV. Le HMV, faites juste... C'est fou, ramenez le HMV, s'il vous plaît. C'est ça, occupation double, non. HMV. Faites-les travailler chez HMV, les candidats. Ils vont bander. 2 semaines, on a plein de couples, on a des bébés déjà, tu sais. Non, mais c'est vrai. Puis je trouve ça touchant dans le film quand je les vois pas se dater, mais tu sais, créer des liens ensemble, connecter comme ça au club vidéo. Puis je suis comme, ben oui, parce que c'était carrément ça, travailler là, tu sais, c'était carrément ça. Fait que cette scène-là, ça vient chercher une petite place sensible. Ouais, dans vraiment. Mon petit cœur. Je suis d'accord. Ouais. Un autre truc que j'aime beaucoup, et ça, pour moi, ça vole le show. Ça, si j'avais à nommer ma scène préférée, ce serait ça. C'est la découverte des maisons. Ouais. Je trouve que ça nous vend du rêve. Puis c'est comme l'espèce de lune de miel qu'on a avec le film. Ouais. C'est d'arriver puis d'être comme... Ils vont pas en vacances pour souffrir. Ils vont en vacances pour vivre une vie extraordinaire. Ouais. Puis ils découvrent. Puis c'est un processus, là, tu sais. C'est pas juste genre, ils ouvrent la porte, waouh, c'est magnifique. Puis après ça, ils vont rencontrer leur gars. Non, ils vont d'une pièce à l'autre. Ils checkent les toilettes. Ils checkent le salon. Ils checkent tout. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que nous aussi, on découvre les maisons. Pourtant, on les a vues. Tu sais, Iris, on la voit chez elle au début du film. Oui, c'est vrai. Amanda, on la voit chez elle au début du film. Mais quand les filles découvrent les maisons, on dirait que nous aussi, on les découvre. Je sais pas pourquoi. Je sais ce que tu veux dire. On les découvre d'une autre façon parce que la fille qui est dedans, elle fit pas. Ouais, avec des yeux d'explorateur, puis t'es comme, oh my God, OK, c'est quoi ça? Puis là, on s'attarde aux détails. Les stores électriques qui descendent. C'est si bon, c'est génial. Ah non, vraiment, j'adore ça. Puis, tu sais, Amanda aussi qui essaie de se partir un peu, si je me trompe pas. Tu sais, c'est comme, j'aime tout. Tout de cette scène. J'adore ça. Aussi, j'aime trop ça. Mm-hmm. J'ai noté aussi, moi, le souper entre Miles puis Iris avec les petits vieux. Oh, ouais. Je trouve ça cute. C'est comme... Tu sais, c'est la première fois que Iris puis Miles, ils bandent pour vrai. Tu sais, à part s'être parlé dans l'entrée puis qu'elle a eu une brindille dans l'œil puis il lui a enlevé puis il a parlé du vent. C'est comme la première fois qu'ils se rencontrent puis... Tu sais, c'est le fun de voir Arthur aussi avec ses amis, puis de voir des plus vieux qui s'entendent bien avec des plus jeunes. Puis là, on sent vraiment aussi un peu l'esprit de Noël, le grand souper. Puis on voit que l'alcool coule à flot, tout le monde a bu, tout le monde est un petit peu pompette. C'est cute. Vraiment. Puis j'ai beaucoup aimé qu'il y a une espèce de regard de complicité qui se fait entre Arthur et un de ses amis. Si je me trompe pas à un certain moment donné, ils se regardent, ils savent déjà ce qu'on sait. Oui, ils savent déjà eux autres. Ils ont assez d'expérience pour savoir que ces deux-là vont finir ensemble. Exactement. Puis ils s'en vont. Regarde, on va les laisser tomber en amour l'un avec l'autre. C'est vrai que c'est le fun comme scène. T'as raison. Je l'aime, cette scène-là. Je trouve que ça, c'est une scène typique Nancy Meyers. Ouais, je suis d'accord. Typique. Je pense que ça, c'est les plus belles scènes visuellement. Il y a définitivement, c'est comme les plaines au Royaume-Uni que j'adore. Ça, c'est super beau avec la brume, tout ça. Mais définitivement, moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné. C'est les moments de vent, genre, juste comme... Puis dans notre document, t'as écrit ça, puis là, j'ai écrit entre parenthèses, « Oh my God, moi aussi! » C'est vrai. Je l'ai pas écrit, je pensais que c'était niché. Oui, mais ça a l'air super bénin. Tu sais, oh, il y a du vent dans un film. Non, ça amplifie tellement la beauté du paysage. Tu sais, puis premièrement, je suis sûr, OK, que sur le plateau, puis dans le micro, ça devait pas sonner aussi beau que ça. Là, toi, tu parles-tu du vent à L.A.? Oui. Moi, c'est ça, là. Exactement. Puis tu sais, ça devait pas sonner comme beau comme ça. Avec une petite brise, ça devait sonner comme vraiment fort, mais ils font paraître ça comme si on est bien. Ça passe à travers l'écran, là, nous aussi, c'est ça. On le sent. Oh, la brise est si bonne à LA. Tu sais, comment on n'est jamais allé là, mais... La colo de l'image, c'est chaud. On sent que c'est un vent chaud d'été. Ouais. T'as raison, vraiment. Ça, je trouve que ça donne de l'énergie puis de la vie aussi au set. Ouais. Tu sais, c'est comme... C'est bien de parler des cuisines, tout ça, puis de parler de... l'hiver. Oui, exactement, qui est comme plus doux, puis tout, tu sais, puis... Oh non, j'aime tellement ça, là, Plus de vent. Plus de vent. Ouais. On en a parlé, mais le resto, Graham, Amanda, la scène de Jude Law et Amanda quand ils se rencontrent, la tension sexuelle, j'adore cette scène-là, c'est un coup de cœur. La scène quand Amanda découvre qu'il y a des filles, tout ça, je trouve ça tellement charmant. C'est vrai. Elle qui rentre, qui enlève son manteau, qui donne le sac, les petites filles, c'est comme, c'est pour nous. Oui, mais le vin, c'est pour nous, tu sais. Tout ça, puis là, quand ils s'en vont dans la tente, puis là aussi, là, gros green flag pour Graham, parce que, tu sais, elle lui a dit que quand elle était jeune, elle puis sa famille s'appelait les Trois Mousquetaires. Puis là, quand ils s'en vont dans la tente, les petites filles sont comme les Trois Mousquetaires. Et lui, il a cette intelligence-là émotionnelle de se dire,
mes filles ont utilisé ce mot-là, ça va peut-être trigger Amanda. Fait qu'il lui prend la main, tu sais. Gros green flag. Ouais, je suis d'accord. Fait que j'aime toute cette scène-là. Moi, une scène que j'ai beaucoup aimée, puis je pense que c'est peut-être pas nécessairement un choix populaire, j'aime beaucoup quand l'ex-copain de Iris revient la voir. Parce que je trouve que c'est vraiment comme un test. Un test, exactement. C'est un test de personnalité, puis c'est un test d'attachement qu'on a envers le personnage. On l'a vu évoluer toute seule, on l'a vu affronter ses défis, puis il ne veut pas régler, c'est comme sa peine profonde. Ouais. Et là, tu as son plus grand test personnel qui arrive, puis on se dit, est-ce qu'on va continuer de l'aimer parce qu'elle semble faire le mauvais choix? Puis au final, oui, d'une certaine façon, mais j'aime comment elle finit par se séparer de lui complètement, d'une traite, là, tu sais. C'est terminé, c'est réglé, puis hey, tellement heureuse. Puis ça, c'est un soulagement. Tu disais des personnages qui se libèrent d'un poids. Ouais. Ça devait être le personnage qui avait le plus gros poids sur ses épaules. Oui, t'sais. oui. Dans la forme d'une personne qui revient la hanter constamment puis qui est toujours là. C'est elle que c'est le plus satisfaisant. Ah oui. C'est ça, elle, c'est clairement... Tu sais, elle, sa quête est claire. Ouais. C'est se libérer de ce poips-là. Fait que quand elle s'en libère, c'est juste amplement satisfaisant. Extatique, on est tellement content pour elle. On est tellement content pour elle. Là. J'adore ça. Puis il y a ta dernière scène que tu as mentionnée aussi. C'est tellement beau. Là. C'est juste cute. Ouais. Arthur qui rentre dans la salle, il pense qu'il va avoir 4 personnes. Il y a une salle pleine. Ses amis sont là. Qui monte les marches. Il monte les marches et lui aussi, il arrive en haut. Je sais. Pouce en l'air. Oh. C'est quand même fou. Juste ça, monter les marches, c'est comme une marque de croissance pour lui. Il y avait une marchette tout le temps. Là, non, j'adore ça. C'est tellement beau, là, tu sais. Ouais. C'est le génie de lui, c'était ça, sa barrière. Tu sais, on disait que justement, là, ils ont tous comme quelque chose à se libérer. Lui, c'était de se libérer de la peur, tu sais, d'aller là puis qu'il n'y ait personne, la peur de ne pas monter sur scène. Ouais. Il l'a fait. Il a battu sa peur, il est arrivé, puis finalement, crime. Ouais, que vieillir, ça veut pas dire que t'es délaissé en société, là, comme t'es abandonné. Au contraire, il est accueilli par un paquet de gens, puis physiquement, il est encore capable d'être là, puis d'être présent pour eux, puis d'arriver, d'être devant eux, puis de leur montrer, genre, mais merci, tu sais, merci pour l'amour que vous me donnez, là, comme j'adore ça. Exact. Ah non, fait que ça, c'est définitivement mes scènes préférées. Puis là, moi, j'aime ça jouer l'avocat du diable. OK. Est-ce qu'il y a des défauts dans ce film-là? Moi, ma réponse, c'est aucun. OK, très bien. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais il y a 2 détails qui m'ont gossé. Puis un qui est un fun fact aussi. Premièrement, un détail qui m'a gossé. Je pense que c'est le seul détail. À chaque fois que je fais comme... Ouais. Oh non! Quand Amanda, elle arrive en Angleterre, elle est là. Puis là, avant que Jude Law arrive, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a décidé qu'elle allait repartir. Parce que, tu sais, quand Jude Law, il vient, elle lui dit « Ouais, je repars demain. » Puis il est comme « pourquoi tu repars si vite? Tu sais, elle se rend juste compte que c'est trop pas elle d'être là. Fait qu'elle s'est déjà rebooké un vol. Mais c'est parce que dans le deal, là, quand il échange de maison, elle s'en venait, oui, chez Iris, mais Iris, elle a un chien. Elle s'en occupe du chien. On le voit dans une scène plus tard qu'elle sort puis qu'elle promène. Donc, elle s'occupe du chien. Et là, elle s'apprêtait à retourner en Angleterre puis laisser le chien là. En plus de ça, dans le film, Iris, elle savait pas qu'Amanda elle allait revenir. Fait que là, Iris, elle allait se retrouver là, pas d'endroit où rester. Amanda allait l'héberger. Tu sais, c'était quoi le plan? Sort du chien. Mais moi, le sort du chien, ça m'a un peu fâchée. Tu sais, comme là, mettons, elle arrive, elle dit pas à Iris. Iris est comme, mais là, mon chien, c'est qui s'en occupe? Elle se book un vol. Fait que le chien, pendant 2-3 jours, je vais rentrer chez moi. J'ai laissé ton chien, je veux pas, tu sais. On aurait tellement haï. C'est ça. Moi, je suis comme, en plus, le chien, il sert à rien dans l'histoire. Moi, j'aurais juste pas de chien. J'aurais juste enlevé le chien. Ce détail-là du confort. Me fâche. Ouais, c'est vrai. Il est pas traité comme un personnage à part entière. Il est traité comme un accessoire. Exact. L'autre détail qui me gosse, ça va gosser tout le monde aussi, là. Le chauffeur de taxi, là. Je ne peux pas me rendre jusqu'au bout, je ne pourrai pas retourner. Non, t'es juste paresseux. T'es calme. Hey, c'est pas un chauffeur de taxi qui est comme, hey, moi, je suis pas payé assez cher pour conduire dans un petit truc. C'est un chauffeur privé, limousine, la casquette. Tu sais, voyons donc, elle l'a engagé, c'est un chauffeur privé, puis fais-moi croire que il sera pas capable de revirer. C'est une route. Ouais. C'est une route, c'est sûr. C'est impossible que tu arrives au bout, puis là, finalement, il faudrait que tu recules seulement, là. C'est sûr qu'il y a un endroit où il peut se revirer. C'est un gros paresseux. Carrément. Puis l'affaire, c'est que c'est pas comme si c'était un chauffeur américain qui se déplaçait au UK. Non. Le gars, il est probablement né là, il conduit depuis des années. Il y a de la neige, là. Puis les chauffeurs de taxi en Angleterre, en plus, c'est pas... comment dire... sont plus valorisés que nous, on valorise nos chauffeurs de taxi. En Angleterre, là, c'est vraiment perçu comme
une grande profession. Là. Les chauffeurs de taxi, là-bas, les tests qui passent... Ils doivent connaître les rues par cœur. Ils connaissent tout par cœur. C'est fascinant. Oui, c'est extraordinaire. Fait que franchement, là... Très mauvais chauffeur. Il peut pas aller jusqu'au bout, là. Non, carrément. Hey, il m'a tout le temps gossé. Ouais, elle a quand même pogné un bon nigo de chauffeur. Un nigo. Ah non, ça, je suis d'accord. Ouais. Il y a une erreur dans le script que tu as mentionné. Oui. Comment tu l'as découvert? Ben, j'ai lu ça. OK. J'ai lu ça sur Internet, puis je suis allée chercher, puis c'est vrai. C'est quand Arthur puis Iris, ils parlent ensemble, puis là, ils s'entendent bien. Puis là, justement, ils s'entendent bien sur le fait que, ils disent, Cary Grant, il vient du Surrey. Cary Grant, blablabla. Mais c'est parce qu'il vient pas du Surrey. Ouais. Il vient de Bristol. Fait qu'il y a une erreur de ville dans le scénario. Hey, honnêtement, là, j'aurais pu ne jamais savoir cette erreur-là. Puis ça aurait rien changé. Mais tu sais, c'est-tu vraiment une erreur? T'sais, ça se peut-tu que Cary Grant, il a passé beaucoup de temps dans le Surrey? Peut-être, t'as raison, c'est vrai. Peut-être que c'est ça, tu sais, mais il est pas né là-bas, tu sais. Je suis d'accord. C'est peut-être juste ça la nuance. Ouais. Mais bon, moi, ça me gosse pas. T'as raison. Je l'accepte. Si j'avais, moi, à répondre à la question, OK? Je serais un peu du même avis que toi. Généralement, quand je regarde des films, je me dis pas, voici ce que j'aimerais qu'il soit. Là, généralement, j'ai une appréciation globale pour le film. Est-ce que j'ai eu du plaisir? Est-ce que j'ai moins eu de plaisir? Puis that's it, c'est tout. Ça s'arrête là. Puis mon appréciation, ça se limite juste au plaisir que j'ai eu en le regardant. T'sais. Même si c'est triste, mais c'est l'appréciation générale que j'ai du film. C'est ça. Mais là, je me suis dit, je pense que le potentiel du film n'a pas été exploré suffisamment à un point de vue. À un niveau, OK? C'est que je trouve que les deux histoires s'emboîtent jamais pleinement. Puis ça, j'ai une petite déception. Moi, je pense que... Ouais. Comme l'appel par téléphone, toi, ça t'a pas suffi. C'est pas assez. C'est vraiment, vraiment pas assez. Puis je pense que Nancy Meyers, elle avait envie de raconter deux histoires différentes en même temps, puis elle a décidé de les mettre à la même place. Puis évidemment, elle crée des beaux parallèles visuels, des beaux parallèles symboliques au niveau de le tempérament des deux personnages principaux. Puis évidemment aussi dans les décors, puis tout ça. Ouais. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen de joindre les deux histoires, les faire clasher à un certain moment donné. Je le sais pas, évidemment, j'ai pas réfléchi, mais d'arriver, puis les personnages se croisent, ils sont ensemble, c'est pas juste une finale, c'est pas juste un dernier plan. Ouais. Ça fait partie intégrante de l'histoire. Je pense à un film comme Crazy Stupid Love, que tu as peut-être déjà vu. Ben oui. Bon. Je l'avais vu au cinéma même. J'aime tellement ce film-là. J'adore ce film-là. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, les deux histoires, les deux perspectives, celle de Steve Carell et de Ryan Gosling, et c'est la scène la plus iconique. Percute, là. Et la tête... Un accident de char. En deux. Vraiment, un carambolage destructeur. Ouais. Oh non, j'avais oublié que ces deux histoires-là pouvaient se croiser. Et c'est le meilleur effet. Si Nancy Meyers l'avait fait, pour moi, ça aurait validé beaucoup plus son choix. Mais je pense que ça aurait fait trop une comédie. Puis là, on n'est pas dans une comédie, on est dans un cute. On est dans le cute. Un meet cute. Un meet cute. Mais je comprends ce que tu dis. Ouais. Puis c'est pour ça que jamais je vais juger le film. Là, pour non, moi, c'est comme... ça. C'est un film parfait. Non, bref, c'est la différence d'un demi-point, puis c'est tout. Puis, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir plus de scènes. Carrément. Puis j'ai même pas le centième du talent de Nancy Meyers. Fait que je suis qui pour parler? Non, c'est ça. C'est un génie. Puis c'est un film parfait. Puis le box-office, est-ce que les chiffres étaient bons au box-office? Oui, mais pas domestique. C'est ça le problème. C'est ça. Et je regardais récemment. Mais c'est avec les entrées au cinéma. T'sais. Exactement. Donc, dans le monde, les gens reconnaissaient déjà comme le talent de Nancy Meyers, puis son génie, ils sont tous allés le voir. Mais aux États-Unis, sa patrie à elle, ils ont comme pas vraiment voulu. Et son excuse à elle semblait être... En fait, son explication semblait être que c'est la journée où il est sorti. Un peu trop tôt en décembre, les gens sont occupés, ils achètent les cadeaux, c'est leur dernier chiffre de travail. Mais c'est vrai que la plupart des films en décembre, ils sortent dans le temps des fêtes parce qu'ils savent que les gens sont en congé puis ils vont y aller. Fait qu'avant les fêtes, c'est vrai que les gens sont occupés, ils vont peut-être moins au cinéma. Oui. Hein? Non, carrément. Malgré tout, là, on en parle comme si c'était un échec, là. À cette époque-là, même les échecs, c'est des grandes réussites comparativement à ce qu'on a. Ben oui. Donc, ça donne que c'est le 20e plus grand film au box-office mondial en 2006. Tout juste en dessous. Ce qui est bon, là, 20e. Oui, ce qui est excellent. Il y a eu combien de films dans cette année-là, tu sais-tu? Des centaines, c'est fou. Puis ça, c'est mondial. Mondial. Là, on parle de comme ça inclut la Chine, ça inclut l'Inde, ça inclut n'importe où. Là, les scènes de cinéma. C'est pas si pire. Vraiment. Tout juste en dessous de Click, Eragon et Borat. En dessous de Click. En dessous de Click. Click a été plus vu. C'est gênant. Ouais, mais je pense que c'est la folie Adam Sandler à ce moment-là. Oui. Carrément. Fait que non, écoute, je trouve ça intéressant. Dans les notes, tu me sembles me poser une question de est-ce qu'il devrait ramener le film au cinéma? Ouais. Non, mais en gros, t'aimerais-tu ça le voir au cinéma? Parce que moi, quand j'étais jeune, tu sais, quand t'as dit qu'il est sorti au mauvais moment,
Ben, c'est peut-être vrai parce que moi, je me souviens même pas d'avoir vu des pubs puis d'avoir su qu'il y avait ce film-là au cinéma. Je l'ai découvert seulement quand il était rendu au club vidéo. Je comprends ce que tu dis, ouais. Fait que, tu sais, t'aimerais-tu ça le vivre au cinéma, ce film-là? Je suis sûr que c'est un film qu'on veut vivre au cinéma? La question, tu me la poses, puis je trouve que c'est une bonne question parce qu'elle me challenge beaucoup. Parce que j'essaie de me questionner à savoir quel film est-ce que je vais voir au cinéma aujourd'hui. Compte tenu du prix des billets, compte tenu de la nature du film, j'encourage beaucoup mes réalisateurs préférés. Fait que j'aurais tendance à dire, oui, si Nancy Meyers, admettons, décidait de sortir un film aujourd'hui, OK? Puis c'était The Holiday 2, ou qu'elle décidait de sortir un autre film, là, par miracle, ben j'irais absolument le voir au cinéma par principe. Mais de par moi-même, là, si c'était juste The Holiday, mais c'est pas Nancy Meyers, il n'y a pas son nom rattaché à ça, est-ce que j'irais voir une comédie romantique au cinéma? Puis je pense que je devrais, personnellement, parce que j'aime tellement les comédies romantiques que j'ai pas d'excuses. Mais on dirait qu'on s'est comme réhabitué à une expérience de cinéma qui est centrée beaucoup sur l'expérience, sur la grandeur, sur l'ampleur. Il faut que ce soit un événement pour que tu y ailles. Il faut que le film il soit plus grand que nature, qu'il soit gigantesque, qu'il y ait une bombe atomique qui soit déclenchée. Pour y aller, tu sais, Barbie, tout le monde arrive en rose. Oui, ou qu'il y ait une bombe atomique qui soit déclenchée au milieu du film. Il faut que les personnages, il faut que le budget soit de plusieurs milliards. Et je déteste cette approche-là parce que le cinéma devrait être vu dans sa meilleure façon possible, que ce soit un petit, un moyen ou un grand film. Fait que s'il ressortait au cinéma, là, moi, c'est pas juste... Genre, est-ce que j'ai envie d'y aller? Parce que c'est sûr que oui, mais je me forcerais à y aller. Puis j'encourage tout le monde à voir les films de cette façon-là. Si le film a l'air le fun, va donc payer pour. Au lieu de rester chez toi puis d'aller sur Netflix, ils sous-payent leur réalisateur. Puis bon, l'effet secondaire de ça, c'est que la quasi-totalité, pas la très grande majorité, la quasi-totalité des films qui sortent, ces films de services de streaming, c'est pas bon, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. C'est jamais bien développé, c'est tout cheap, c'est pas en profondeur. On se parlait du film tantôt qu'on a vu, qu'on est comme Anyone But You avec Sydney Sweeney puis Glenn Powell. C'est tellement pas assez deep, on y croit pas. Si cette comédie-là romantique était sortie à l'époque, en 2006, là, ça aurait fait partie des comédies qui sont moins bonnes. Ouais, ça aurait été un navet. Mais aujourd'hui, là, c'est un succès financier ça ressemble, indiscutable parce qu'il y a une soif énorme de comédies romantiques. Vraiment, avec des stars, avec du monde qui a du talent, qui s'amuse là-dedans. Évidemment, Anyone But You, je pense qu'on en a discuté, c'est plus une comédie qu'une comédie romantique. Il y a des éléments d'amour, mais le film est là pour te faire rire. Moi, je vais te donner un autre exemple d'abord. Là, sur Netflix, ça faisait des mois qu'ils teasaient un film. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Là. Ça s'appelle... Ben, pas longtemps, en tout cas. C'est cet automne. My Oxford Year. Ouais. As-tu vu ça? Non. Ça me fâche tellement que c'était pas bon. Je te jure, c'est comme... C'est tellement superficiel. Le gars pis la fille, ils se trippent dessus, mais t'es comme, oui, mais c'est parce que vous avez même pas... tu sais, vous avez pas eu de moment de complicité où est-ce qu'on comprend que vous vous trippez dessus. C'est tellement en surface, ça m'a fâchée. Ah non, je suis d'accord. J'étais fâchée. Tu sais, pas que j'avais des grosses attentes. Là. On s'entend que c'est un film qui allait sortir sur Netflix. On sait la qualité. C'est une machine. Ils sortent vite. Ils n'ont pas été travaillés. C'est pas des films où justement, tu sais, on disait Nancy Meyers, il y a même un inspecteur qui est venu comme pourquoi c'est long. Tu sais, maintenant, c'est même pas pourquoi c'est long, c'est trop long. On le fait pas. Tu sais que le film que Nancy Meyers était censé faire, qui aurait été peut-être son dernier film, c'était un film sur Netflix. Et ils ont arrêté de le financer. Parce que ça coûtait trop cher. De quoi vous parlez, ça a coûté trop cher? Premièrement, là, Nancy Meyers, c'est une des réalisatrices là, qui connaît le plus grand succès au box-office à chaque fois qu'elle sort un film. Sans blague. Son film qui a connu le plus gros succès, c'est What Women Want. Ah, ben oui. Qui est excellent. C'est tellement bon. Évidemment, Mel Gibson, blablabla, mais comme, tu sais, je veux dire, c'est si bon comme film. Mais chaque film qu'elle a sorti, It's Complicated, The Intern, ça a été des succès financiers majeurs. Même The Holiday, dont on parle en ce moment, comme ça, au cinéma, ça a été considéré comme un échec. Ça a quand même fait au-dessus de 250 millions environ, tu sais, ce qui est un méga hit à tous les niveaux. Ouais. Mais moi, ce que j'aime, c'est que à l'époque, évidemment, on a eu un petit dédain par rapport à ce film-là. Peut-être que c'était la date, peut-être que quoi que ce soit. On se l'est tellement réapproprié. Là. C'est fou. Imagine s'il le ressort aujourd'hui. Là, c'est rendu un classique indémodable. Vraiment. J'aime tellement qu'on se l'approprie. Puis j'ai l'impression, peut-être que c'est controversé, là, que c'est le film aujourd'hui le plus populaire de Nancy Meyers. Alors qu'à l'époque, c'était celui qui était le moins populaire. C'est sûr que c'est le plus populaire. Ouais. C'est sûr. Je fais une petite aparté parce qu'on se parlait, puis là, ça m'a fait penser. J'allais te demander, c'était quoi le dernier film que tu as vu d'elle, que tu as aimé, Nancy, mais là, je me suis comme posé la question, le film Home Again,
est-ce que c'est elle? Mais non, c'est sa fille. Ouais. C'est sa fille qui a fait ça. Est-ce que tu l'as vu avec Reese Witherspoon? Non, mais j'en ai entendu parler. Moi, j'ai vraiment aimé ça. T'as aimé ça? Dans le style de film, parce qu'on s'entend, c'est sa fille. Donc, elle s'est appropriée le style de sa mère. Les codes, tout ça, ouais. Tous les codes sont là. Oh, wow. Nancy a produit. C'est sa fille qui a écrit et dirigé. J'ai tellement aimé ça parce que, justement, j'avais l'impression d'écouter The Holiday. Trouvais-tu que c'était comme plus contemporain? Est-ce que tu trouvais que c'était comme plus au goût du jour? Non. Je serais curieux de savoir comment... C'est typiquement du Nancy Meyers, mais c'est sa fille. Je serais curieux de voir, mettons, si on avait à refaire The Holiday en 2025, à quoi ça ressemblerait? Est-ce qu'on serait capable de le faire? Mais c'est parce qu'il y a un article de Cosmopolitan. Est-ce que c'est une bonne source? mais... J'ai vu un post Facebook fait par une madame. Sur Reddit, j'ai lu que... Mais non, mais c'est parce qu'ils ont sorti des points, c'est intéressant comme article. Okay. Eux autres, ce qu'ils soulignaient, c'est à quel point, si The Holiday était fait en 2025, le film serait vraiment différent. Tu sais, mettons, Amanda puis Iris... Bien, clairement, ils auraient fait leur échange de maison. Ça aurait été des Airbnb. Oui, clairement. Puis on s'entend que la maison, parce que dans le fond, c'est Amanda qui a magasiné en premier. Ouais. Donc, sa maison à elle aurait été disponible techniquement parce que ça serait inscrit sur Airbnb. Mais la maison d'Iris, elle aurait été louée, cette maison-là. Excuse-moi, c'est impossible qu'elle aurait été disponible comme ça. Ah, dans la minute, là. Pour le temps des fêtes, voyons donc. Impossible. Fait que ça, clairement, il s'est arrêté sur Airbnb, puis... Il aurait dû faire ça beaucoup plus d'avance. La scène du club vidéo, ben, elle aurait pas existé, là. Amanda puis... pas Amanda, mais Iris puis Miles, ils auraient juste scrollé sur Netflix ensemble. Carrément. Oh, ça a l'air bon. Je chante des tunes, elle l'aurait trouvé un peu con. Ça, c'est d'une tristesse, là. Ouais. Amanda, elle aurait pas dansé sur Mr. Brightside, évidemment. Moi, j'aime que tu as dit qu'elle danserait sur WAP. Sur Gangnam Style. Ça me fait mourir. Elle chante sur Despacito. Elle danse sur Despacito. Ça aurait été terrible. Moi, je pense qu'on n'aurait pas été dans le « elle danse », genre parce qu'elle danse. Moi, je pense qu'elle aurait été dans l'émotion, tu sais, chanter les paroles. Dans l'article, eux autres, ils disaient Olivia Rodrigo, « Good for You ». Moi, je pense qu'elle aurait chanté à tue-tête « All Too Well » de Taylor Swift, 10 minutes version. C'est ça. Puis il aurait laissé la scène au complet. Moi, je pense que ça aurait été ça. Ça aurait été bon, je pense. Ouais, définitivement. Ouais. Il y a ça qui aurait été différent. Puis, dernier point que j'ai sorti qui est intéressant, c'est que Amanda, elle aurait su que Graham a des enfants parce que clairement, après avoir couché avec, elle l'aurait stalké par tous ses réseaux sociaux puis elle l'aurait su. Ouais, t'as raison. Donc, c'est pour ça que ça serait différent. Ouais, vraiment. Puis ça déplaît à énormément de réalisateurs, des gens qui écrivent des histoires, de devoir intégrer l'aspect des cellulaires puis des réseaux sociaux. Moi, ça me fâche d'un film maintenant. Je trouve que ça pète la magie. Non, ça m'énerve de voir un téléphone. Ça m'énerve de voir les réseaux sociaux. On fait un TikTok. Ben moi, j'ai pas de réseaux sociaux pertinemment pour ça. C'est ça, juste parce que ça me frustre un peu au point. Ça enlève la magie, tu sais. Un autre truc, par contre, que je trouve qui perd sa magie, qui serait différent, ça, c'est indéniable. Toutes les espèces de moments fabuleux que Amanda c'est tes points, a. Là. Ça, c'est tes ajouts à toi, là. Ouais, exactement. Ouais. Tous les moments fabuleux qu'Amanda a là, quand elle s'imagine sa vie comme un peu, genre, avec l'effet d'une bande-annonce, là, tu sais. Ça aurait changé complètement, là, tu sais, comme Amanda, blablabla. C'est comme ça disparaît. Il n'y a plus cette voix-là de narration. Puis aussi, un autre truc qui est vraiment déprimant, c'est que les thèmes musicaux existent plus tant. Qu'est-ce que tu veux dire? J'essaie de penser à des trames sonores là, de films qui sont sortis récemment, genre dans les 10 dernières années. Ouais. Puis je me souviens pas de chansons, de films. À part peut-être dans Dune, il y a une madame qui crie. Des tunes officielles de films? Oui, comme que genre, avec des notes, avec des mélodies. Des notes et des mélodies. Pas une soundtrack, là, mais mettons, carrément, mettons que tu prends un film puis tu es capable de faire comme dans Jaws. C'est comme, on le sait que ça, c'est je comprends. iconique, vraiment. Puis dans The Holiday, tu parles de laquelle, genre? Tu sais, il y a la tune de la fin dont on se rappelle, tu sais, comme vraiment. Mais moi, je parle plus de, supposons qu'on avait à refaire le film aujourd'hui, tu sais. À quelle musique est-ce qu'on rendrait hommage? Dans une comédie romantique, on n'en voit plus de ça. Vraiment pas. On n'en voit plus, ça, c'est clair. Exactement. Puis moi, ça me déplaît. Puis je veux dire, on dirait que le personnage complet de Miles, de Jack Black, on dirait qu'il perd de son existence. Là, je veux dire, ça ressemblerait à quoi son personnage? Là, il appuie sur un clavier, puis il fait... c'est tout. C'est comme, hey, j'adore la musique. Là, ouais, puis les gens, ils viberaient pas. Ils seraient comme, mais ça, c'est ça manque de magie. Quand est-ce qu'il créerait la trame sonore de Eli Wallach, de Arthur, ou une chanson pour Iris? C'est comme, on dirait que ça se
perd complètement, ça. T'as vraiment raison. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça disparaîtrait. Aussi, là, je me suis amusé à être cynique, là. Je m'étais dit, les enfants seraient tellement désagréables. Vraiment, tu sais. Ils seraient sur leur iPad, puis... Ils combleraient leur deuil avec un jeu de Roblox sur leur iPad, tout ça, là, tu sais. Ils arrêteraient pas de dire 6, 7 tout le temps. Non. J'ai toujours pas compris, je comprends toujours pas 6, 7. Au lieu des 3 mousquetaires, we're like 6, 7. En tout cas, je dis pas, c'est tellement cynique comme regard, là, tu sais. Monsieur Napkinhead, là, il ferait pas tout rire parce qu'ils ont vu du AI de ça 800 millions de fois. Oui, c'est ça. Puis Mr. Napkinhead, ça serait un filter sur le téléphone. Oui, carrément, c'est ça. Ah oui, comme le filtre. Oui, c'est ça. Je ferais des danses de Fortnite, en tout cas. Mais j'aime ça parce qu'on se projette dans le futur. Puis c'est ça qu'on va faire dans l'après-show. Aïe. Fait, on a plusieurs points. Pour vrai, si vous aimez The Holiday, allez écouter l'après-show. Vous allez aimer ça aujourd'hui parce que on va s'intéresser au futur du film. On va parler de la série qui s'en vient sur Apple TV. On n'a pas beaucoup de détails, mais c'est une bonne idée de ce qu'on sait, où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça. On a nos hypothèses, fait qu'on va parler de ça dans l'après-show. Puis on va aussi parler, on s'est demandé quel comédien on verrait pour reprendre ces rôles-là. Carrément. On a fait chacun une liste, mais on ne se l'est pas dévoilé, fait que j'ai hâte de voir qui que tu verrais dans ces rôles-là. Et aussi, on va se demander s'il y avait eu un sequel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé une suite à The Holiday, puis je pense que notre chien est mort. Là. Une suite avec les comédiens officiels du film, on n'aura jamais ça. Mais non, Nancy Meyers l'a même dit. C'est ça. Ouais. Mais nous, on s'est demandé s'il y en avait une, il serait arrivé quoi? Fait qu'on a comme écrit chacun une fanfiction. On a perdu la tête. Là. Je peux parler pour moi. En tout cas, je suis allé trop loin. On s'est vraiment donné. Là. Ouais. On se donne tout le temps, là, mais là, on s'est spécialement donné. Fait que si ça vous tente d'en savoir plus sur la série qui s'en vient, nos hypothèses, tu sais, allez voir l'après-show Patreon. Puis, by the way, quand vous vous abonnez à Patreon, vous vous abonnez pas pour écouter, par exemple, juste l'après-show d'aujourd'hui. Ça vous donne accès à toutes les après-shows. Fait que si cette saison-ci, vous avez, je sais pas, vous avez aimé sur un épisode. Oui, vous avez trippé sur l'épisode Mixmania ou Phénomia ou, tu sais, j'ai des après-shows pour tous les épisodes. Fait que ça vaut la peine d'aller écouter ça. Et là, ben, c'est la fin de la saison. Je peux pas croire. C'est fini. Honnêtement. T'étais mon dernier invité. Ça me fait capoter, voir que t'as fait ça. C'est fou, hein? Merci, pour vrai, ça a été tellement une belle saison. Je me trouve tellement chanceuse. Cette année, honnêtement, c'est une série de petits miracles. Comme, je voulais un invité, ça va sûrement pas fonctionner. Ça marche. Ça marche. Comme par miracle. C'est une série de miracles, cette saison-là. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai trippé. J'ai réalisé des petits rêves d'enfance avec plusieurs invités. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Merci d'avoir été aussi nombreux à écouter la saison. Et là, ben merci à toi, Jean-Max, d'avoir terminé cette saison-là avec moi. Tu n'as jamais besoin de me remercier, OK? Vas-tu revenir? Non. Ça me tente. Ben absolument que j'avais. C'est toutes les fois où tu m'invites, je vais dire oui, je vais être à la porte en train de cogner. Faut que tu reviennes parce que, clairement, il va y avoir une autre saison. Je vous l'annonce déjà. Quand est-ce que ça va revenir? Ça va revenir plus tôt que tard. OK, my God. Ouais, je commence déjà à travailler là-dessus. Moi, j'apprends ça en honte, là. Je suis super content. Plus tôt que tard. Donc, restez à l'affût. S'il y a des invités que vous aimeriez ça voir au podcast, écrivez-moi. Pour vrai, moi, j'aime ça savoir c'est qui les invités que les gens... Tu sais, veux pas, c'est vous qui l'écoutez, le podcast. C'est qui que vous voulez voir? C'est qui que vous voulez entendre? C'est qui vos vedettes de jeunesse que vous aimeriez ça voir ici au podcast? Écrivez-le. Je serais bien curieuse de savoir. Ou peut-être quoi, des deep dives, des films que vous aimeriez qu'on aborde? Ouais! Parce que les deep dives, c'est toi mon partner de deep dive. Là, je veux revenir. Oui! Fait que c'est ça. Fait qu'un gros merci. Merci Jean-Max. Merci Catherine. Puis on se quitte ici, puis on se voit la saison prochaine. Bye! Bye, mon temps des fêtes.